La veille de son mariage, ma sœur a exigé ma disparition comme cadeau. J'ai exaucé son vœu. J'ai vendu l'appartement qu'elle convoitait et laissé une enveloppe à chaque invité. Ce qu'il y avait dedans, elle ne l'oubliera jamais. Je me suis garé dans l'allée de la maison de ma sœur par un frais après-midi de fin septembre, de ceux où l'air semble immobile et plein d'attente, comme s'il retenait son souffle avant la suite des événements. J'étais venu directement du travail, depuis le centre de Lyon, portant encore mon blazer, ma sacoche d'ordinateur toujours sur la banquette arrière, en me répétant que cette visite serait simple. Un jour avant le mariage d'Evelyne. Une petite visite rapide. Un dernier moment entre sœurs avant que toute sa vie ne bascule. C'était étrange de voir à quel point j'étais encore pleine d'espoir. Même après toutes ces années où nous nous étions éloignés. Je suis entré sans frapper, parce que c'était ainsi que nous fonctionnions avant, quand nous n'étions que deux filles se raccrochant l'une à l'autre après avoir perdu nos parents dans un accident d'hiver qui avait tout brisé. À l'époque, Evelyne était tout ce qu'il me restait. Je me disais que j'étais aussi tout ce qui lui restait. Son salon était rempli de housses à vêtements, de fleurs fraîches et d'une légère odeur de lac. Evelyne se tenait devant un long miroir dans la chambre d'amis, encore en jean mais portant le bustier de sa robe de mariée, les cheveux relevés en un chignon flou. Elle était radieuse, avec cette aisance naturelle qu'elle avait toujours eue, celle qui poussait les gens à se ranger instinctivement derrière elle. Pourtant, quand elle m'a vu dans l'embrasure de la porte, ses épaules se sont légèrement crispées. Je me suis approché, proposant de l'aider à lisser le tissu qui plissait près de sa hanche. Il avait été naturel pour moi de me glisser dans le rôle de l'assistante, de celle qui arrange tout, la petite sœur qui rendait les choses plus faciles. J'avais passé ma vie à le faire pour elle, bien après que la plupart des gens n'aient plus besoin de l'aide de personne. Elle m'a laissé tirer doucement sur la jupe pour ajuster l'ourlet. Je me suis agenouillé pour redresser les épaisseurs de tissu, et ce faisant, elle a baissé les yeux vers moi avec un sourire si calme et si froid qu'il m'a glacé la nuque. Elle a dit, d'un ton enjoué, presque badin, qui ne correspondait pas à son regard, que le plus beau cadeau pour son mariage serait que je disparaisse de notre famille. Un instant, j'ai cru avoir mal entendu. Mes mains se sont figées sur le tissu. La pièce semblait plus petite, l'air soudainement raréfié. Derrière elle, Gabin est apparu. Il avait 35 ans, un bel homme au style sportif parfaitement soigné, portant une chemise cintrée et le même sourire de service client qu'il offrait à tout le monde. Même maintenant, ce sourire semblait calculé, comme quelque chose qu'il gardait en poche et accrochait dès qu'il avait besoin de charmer quelqu'un. Il a posé une main sur l'épaule d'Evelyne avec une familiarité possessive. Il a dit que je ne devais pas le prendre personnellement, que les grands événements de la vie faisaient ressortir les tensions et les attentes, et que je comprenais souvent les choses de travers. Il a dit cela comme si j'étais une enfant qui devait se calmer avant de se mettre dans l'embarras. Je me suis relevé lentement. Mon cœur battait la chamade, mais sans cette douleur d'autrefois. Quelque chose d'autre bougeait en moi, quelque chose de silencieux et de tranchant. J'ai dit à Evelyne que je ne comprenais pas. Elle a ri doucement, comme si la question elle-même l'agaçait, puis a dit que j'avais une façon de troubler son énergie, que j'apportais toujours des complications aux événements qui étaient censés être joyeux. Elle a dit que c'était son moment à elle maintenant, son tour de construire une vie qui lui appartenait en propre, pas une vie liée à un vieux deuil ou à des obligations. Ce mot, obligation, a frappé plus fort que sa pique précédente. Parce que je me suis souvenu d'une autre fois où elle avait dit ne pas vouloir d'obligation. Je me suis souvenu d'être debout dans un petit appartement à Villefranche-sur-Saône, l'appartement qui avait appartenu à notre mère, celui que j'avais passé 2 ans à rénover après mes études avec l'argent que j'avais économisé de chaque mission en freelance que j'avais pu trouver. Evelyne avait pleuré quand je le lui avais offert en cadeau, me disant qu'elle voulait son propre espace tout en restant proche de la famille. J'avais 29 ans alors, surmené mais fier, pensant que prendre un nouveau départ ensemble était la bonne chose à faire. Je me suis remémoré ce souvenir en la regardant maintenant. Elle avait tellement voulu cet appartement. Elle avait promis d'en prendre soin, de le considérer comme un tremplin vers un avenir meilleur pour nous deux. Puis Gabin est arrivé, et tout a commencé à changer. Je lui ai demandé doucement si elle voulait vraiment que je parte. Si elle croyait vraiment que je faisais obstacle à son bonheur. Gabin a parlé avant qu'elle ne puisse répondre. Il s'est avancé juste assez pour bloquer une partie de son reflet dans le miroir. Il a dit qu'Evelyne méritait la paix pour son grand jour, et que parfois les membres de la famille causaient des problèmes sans le vouloir. Il a dit que j'avais tendance à semer la zizanie. Il a même mentionné une fois, des années auparavant, où j'avais suggéré à Evelyne d'accepter un travail qu'elle détestait,
et il a présenté cela comme la preuve que je compliquais toujours sa vie. Evelyne hochait la tête à chaque mot qu'il prononçait. J'ai alors réalisé que la sœur que j'aimais n'était plus en face de moi. Ou peut-être qu'elle l'était, mais enfouie sous des couches d'insécurité et d'influence que je n'avais jamais vu s'installer. J'ai murmuré que si elle voulait vraiment que je sorte de sa vie, elle devrait le dire elle-même au lieu de laisser Gabin traduire ses sentiments. Elle m'a finalement regardé avec impatience et a dit que si je l'aimais vraiment, je lui offrirais le seul cadeau qu'elle demandait et que je m'éclipserais discrètement. Quelque chose en moi s'est durci. Je suis sorti de la pièce sans claquer la porte, sans pleurer, sans supplier. C'était la première fois de ma vie que je choisissais le silence au lieu des excuses. En descendant le couloir, j'ai entendu la voix basse de Gabin lui dire qu'il savait que cela arriverait, que je ramenais toujours tout à moi. Evelyne a murmuré quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Je suis sorti dans la fraîcheur du soir. Le soleil se couchait derrière les maisons, dorant la rue. Je suis resté un long moment près de ma voiture, laissant le froid s'installer sur ma peau. J'ai pensé au nombre de fois où je lui avais pardonné des mots irréfléchis, de me prendre pour acquise, de me mettre de côté chaque fois que quelqu'un de nouveau entrait dans sa vie. Pas cette fois. Si elle voulait que je parte, je lui donnerais exactement ce qu'elle demandait. Alors que je m'éloignais de sa maison, le soleil glissant derrière les toits, j'ai ressenti cette même douleur creuse que je ressentais les nuits où je prétendais que tout allait bien juste pour empêcher notre petite famille de voler en éclats. Et c'est peut-être pour ça que je me souviens si clairement de chaque seconde de ce trajet de retour. Que faisiez-vous la dernière fois que quelqu'un vous a fait sentir petit, indésirable ou invisible dans votre propre famille? Quand ce moment m'est arrivé, je serrais le volant sur l'autoroute A6, essayant de calmer ma respiration et de comprendre comment une sœur pouvait me poignarder avec une seule phrase. Si vous écoutez ceci en ce moment, j'aimerais vraiment savoir où vous êtes et ce que vous faites, car des histoires comme les nôtres semblent toujours trouver les gens au moment exact où ils en ont besoin. De retour chez moi, j'ai enlevé mes talons et me suis assise à ma table de salle à manger, toujours dans mes vêtements de travail. Mon ordinateur portable était déjà ouvert depuis le matin. Une nouvelle notification de mail clignotait à l'écran. C'était de mon notaire, confirmant le résumé annuel des titres de propriété de l'appartement que j'avais autrefois donné à Evelyne. Je l'ai fixé pendant une bonne minute avant de l'ouvrir. Le document m'indiquait comme l'unique propriétaire. Pas en indivision. Pas transféré. Pas en attente. Exactement comme il y a des années, avant que je ne lui tende les clés en lui disant qu'il était à elle. Ma poitrine s'est serrée, mais pas de tristesse. De clarté. J'ai murmuré dans la pièce vide que si le cadeau que je leur avais fait était un tel problème, alors je le reprendrais d'une manière qu'ils n'oublieraient jamais. Et c'est à ce moment-là que tout a commencé à changer. C'est le moment où la vengeance dont je ne me croyais pas capable a commencé à prendre forme sans même que je m'en rende compte. J'ai refermé lentement l'ordinateur portable, laissant le poids de cette prise de conscience s'installer, et le chapitre de mon ancienne moi s'est discrètement refermé derrière moi. Je ne savais pas alors ce que je ferais ensuite. Seulement que je ne resterai plus silencieuse. J'ai refermé lentement l'ordinateur portable, laissant le poids de cette prise de conscience s'installer, et pendant un long moment, je suis juste restée assise là, dans ma salle à manger silencieuse, le seul son étant le faible bourdonnement du réfrigérateur. Une partie de moi voulait se lever et prendre une douche chaude, laver toute la soirée, frotter les mots d'Evelyne jusqu'à ce que ma peau brûle. Mais une autre partie de moi, une partie plus profonde, m'a maintenue immobile. C'était comme si quelque chose en moi se déplaçait, se retournait, révélant des facettes de moi-même que j'avais ignorées pendant trop d'années. C'est peut-être pour ça que les souvenirs sont revenus si vite. Ils ont refait surface comme s'ils attendaient juste que j'arrête de prétendre que tout allait bien. J'avais 17 ans quand nos parents sont morts. C'était un matin de février, un de ces jours glaciaux du Rhône-Alpes où le ciel semble peser trop lourdement sur la terre. Je me souviens d'être debout devant les urgences de l'hôpital Saint-Luc, les doigts engourdis, pendant qu'un policier essayait de m'expliquer ce qui s'était passé. Je me souviens de la façon dont Evelyne est arrivée quelques minutes plus tard, de la neige encore dans ses cheveux, et m'a serré dans son manteau avant même que quiconque ne lui dise quoi que ce soit. Elle avait 20 ans alors, à peine adulte elle-même, mais elle a dit qu'elle s'occuperait de tout. Tout le monde l'a félicitée pour sa force. Pour avoir pris les choses en main. Pour avoir maintenu notre famille unie. Personne n'a vu l'autre facette. En privé, elle me regardait avec cette crispation autour de la bouche, comme si j'étais quelque chose qu'on l'avait forcée à porter sur une colline qui ne cessait de monter. Elle n'a jamais dit que je gâchais sa vie, pas à voix haute,
mais le message passait quand même de toutes les petites manières. Les soupirs quand elle devait signer mes formulaires scolaires. La façon dont elle jetait ses clés sur la table et disait qu'elle ne pouvait pas sortir avec ses camarades de classe parce qu'elle devait veiller sur moi. Les nuits où elle me rappelait qu'elle aussi avait des rêves qu'elle avait mis de côté pour moi. À l'époque, j'essayais si fort de ne pas être un fardeau. Je préparais les dîners, j'aidais au ménage, j'étudiais jusqu'à en avoir mal aux yeux, et je travaillais à temps partiel dans un café même si mes notes étaient la seule chose qui, je pensais, pourrait un jour la rendre fière. J'attendais le moment où elle me regarderait et verrait quelqu'un digne d'être aimé, pas quelqu'un à gérer. Quand j'ai été accepté dans une bonne université avec une bourse, Evelyne m'a félicité devant tout le monde. Elle a dit à nos tantes et à nos voisins à quel point elle était fière, qu'elle avait toujours su que je brillerais. Puis, plus tard dans la soirée, elle m'a accusé de l'abandonner, d'aller de l'avant sans elle, de faire d'elle celle qui resterait toute seule. Elle a pleuré d'une manière qui m'a fait me sentir coupable de vouloir respirer un air qui n'était qu'à moi. J'ai porté cette culpabilité pendant des années. Même après mon diplôme, même après avoir obtenu mon premier poste de coordinatrice de projet informatique, j'ai continué à essayer de lui faciliter les choses. Elle trouvait toujours des moyens de me rappeler tout ce qu'elle avait sacrifié, tout ce à quoi elle avait renoncé pour moi. Et je la croyais. Pendant longtemps, j'ai cru chaque mot. C'est peut-être pour ça que j'ai commencé à rénover l'appartement que maman avait laissé. J'avais trouvé la vieille clé rangée dans une boîte à chaussures avec ses affaires quand je préparais mes cartons pour l'université. C'était un petit endroit à Villefranche-sur-Saône, un peu démodé, mais son écriture était sur l'acte de propriété. Je l'ai rénové lentement sur 2 ans, arrachant les moquettes, peignant les murs les week-ends, ponçant les placards jusqu'à ce que mes bras tremblent. Je voulais que ce soit un endroit où Evelyne et moi pourrions prendre un nouveau départ, où la douleur de la perte de nos parents pourrait devenir quelque chose de plus doux si nous vivions assez longtemps entre ces murs. Et pendant un certain temps, ça a marché. Quand je l'ai amenée là-bas après avoir fini la cuisine, elle est restée bouche bée sur le seuil. Elle m'a serré fort dans ses bras et m'a dit que personne ne l'avait jamais aimée comme je l'aimais. Je me suis accroché à cette phrase comme si c'était la dernière chose chaleureuse au monde. Quand Gabin est arrivé 1 an plus tard, tout a de nouveau basculé. Je l'ai à peine remarqué au début. Il semblait charmant, attentionné, le genre d'homme qui aimait être perçu comme un sauveur. Evelyne est tombée amoureuse de lui rapidement, et j'étais heureuse pour elle. Vraiment. Elle méritait le bonheur après tout ce qu'elle avait enduré. Mais quelque part en chemin, elle a commencé à parler d'indépendance, de vouloir un foyer qui soit uniquement le sien. Elle a dit que l'appartement la liait à de vieux souvenirs, qu'elle avait besoin d'espace pour grandir avec Gabin. Je lui ai dit qu'elle devait le prendre, en faire ce dont elle avait besoin, y construire une nouvelle vie. À l'époque, cela semblait être la bonne chose à faire. J'étais fier de le lui donner. Fier de l'aider à trouver une stabilité. Fier de croire que notre lien était plus fort que tout ressentiment qu'elle avait pu nourrir. Il m'a fallu longtemps pour réaliser qu'elle ne m'avait jamais fait de place dans sa nouvelle vie avec lui. J'étais quelqu'un qu'elle remerciait poliment devant les autres, mais qu'elle gardait à distance quand cela comptait. Elle annulait nos projets parce que Gabin n'aimait pas certains restaurants. Elle me demandait de ne pas parler de mes promotions au travail parce que Gabin se sentait peu sûr de son parcours professionnel. Elle me disait que j'avais de la chance de ne pas avoir de vraies responsabilités, alors que je dirigeais des équipes, gérais des projets et faisais des heures supplémentaires lors des lancements de systèmes. Evelyne a toujours fait en sorte que mes réussites ressemblent à quelque chose que je devais cacher. Je me suis penché en arrière sur ma chaise et me suis frotté les yeux, essayant de calmer la douleur derrière eux. C'est peut-être pour ça que ce soir a fait moins mal qu'il n'aurait dû. Ce n'était pas un coup de poignard inattendu. C'était une lame enfoncée lentement au fil des ans, si profondément que lorsqu'elle a finalement tranché, tout ce que j'ai ressenti, c'était une étrange clarté. Pourtant, quelque chose dans la journée d'aujourd'hui m'avait dérangé plus que ces mots. Quelque chose de plus petit, de plus subtil. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai fait défiler les anciens messages. Il y a des mois, Evelyne m'envoyait des photos d'idées de mariage, de lieux, de palettes de couleurs. Elle m'avait demandé si elle devait choisir des roses poudrées ou ivoire. Puis les messages ont changé. Elle a commencé à me demander si elle pouvait emprunter de l'argent pour les acomptes, promettant toujours de le rendre une fois les paiements finaux effectués. Elle disait que l'organisation d'un mariage était écrasante, qu'elle et Gabin jonglaient avec les comptes, que c'était temporaire. Mais je me suis souvenu de ce qui s'était passé plus tôt cette semaine quand j'ai mentionné le coût croissant des mariages. Elle avait pâli, mis fin à la conversation,
dit que tout était géré et qu'elle ne voulait pas parler de chiffres. Elle avait toujours été un peu dramatique au sujet des finances, mais cela semblait différent. Cela ressemblait à quelqu'un qui cachait quelque chose. J'ai fixé le plafond. Peut-être que l'appartement en faisait partie. Peut-être qu'elle l'utilisait d'une manière dont elle ne m'avait jamais parlé. Peut-être que Gabin avait quelque chose à voir avec la façon nerveuse dont elle le regardait devant moi, comme si elle attendait son approbation pour chaque mot. J'ai secoué la tête. J'avais besoin d'un esprit clair, pas de spirale de pensée. J'avais besoin de sommeil, bien que je sache que c'était impossible ce soir. Dehors, la rue était silencieuse, de ce silence qui s'installe dans un quartier résidentiel après 22 heures, où les lumières des porches brillent et la vie de tous les autres semble paisible de l'extérieur. Ma vie ne m'avait jamais semblé paisible, mais ce soir, j'avais l'impression qu'elle se préparait à un impact. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé le jardin. Mon reflet dans la vitre semblait plus vieux que 33 ans. Pas fatiguée, exactement, mais consciente. Enfin consciente. Quelque chose n'allait pas avec Evelyne. Quelque chose n'allait pas dans sa réaction à la mention de l'argent. Quelque chose n'allait pas dans la façon dont elle s'appuyait sur Gabin comme s'il était celui qui pensait pour eux deux. Et s'il y avait une chose que je savais après avoir survécu aux années chaotiques suivant la perte de nos parents, c'est que les ennuis n'arrivent jamais discrètement. Ils commencent toujours par des ombres sous une porte, des chuchotements dans un couloir, le bruit de quelque chose qui se fissure bien avant de se briser. Je me suis éloigné de la fenêtre et me suis rassise à la table, ouvrant à nouveau l'email. L'appartement était toujours légalement à moi. Si Evelyne l'avait utilisé pour quelque chose qu'elle n'aurait pas dû, demain le révélerait. J'ai effleuré mon téléphone, pensant lui envoyer un message, exiger des réponses, forcer une conversation. Mais je l'avais fait trop de fois par le passé, pour qu'on me dise que je réfléchissais trop, que je surréagissais, que j'exagérais. Pas cette fois. Cette fois, je voulais la vérité, pas des assurances. Et la vérité a une façon de se montrer quand on arrête de la poursuivre. J'ai refermé l'ordinateur portable, cette fois avec détermination. La nuit semblait lourde, et pourtant il y avait une étrange stabilité dans ma poitrine. Je sentais la vieille culpabilité s'effacer, couche par couche, laissant place à quelque chose de plus fort. Demain, me suis-je dit, je découvrirai ce qu'Evelyne cachait. Je ne savais pas jusqu'où la vérité me mènerait. Seulement que les signes avant-coureurs silencieux étaient enfin trop bruyants pour être ignorés. Je suis allé me coucher cette nuit-là, l'esprit tournant en cercles agités, et quand le matin est venu, je savais que je n'obtiendrais aucune clarté en restant seul chez moi à fixer des questions sans réponse. Le dîner de répétition du mariage d'Evelyne était prévu pour le soir même dans un restaurant au bord du lac à Annecy, et même si l'idée de la revoir me tordait l'estomac, je savais que je devais être là. Si quelque chose n'allait pas, si quelque chose de plus grand se passait en coulisses, j'en apercevrais un signe au milieu des sourires et des toasts au champagne. Les secrets trouvent toujours un moyen de s'échapper lors des rassemblements, surtout ceux enveloppés de célébrations. Toute la journée au travail, je n'ai cessé d'être distraite. Je devais finir de préparer un plan de projet pour une mise à jour système que notre équipe déployait la semaine suivante, mais mes pensées dérivaient constamment vers Evelyne et Gabin. Chaque fois que j'essayais de me concentrer, une image du visage d'Evelyne la veille me revenait en tête, pâle et tendue, les coins de sa bouche tirés comme si elle retenait son souffle. Vers 2 heures de l'après-midi, je me suis éloigné de mon bureau pour remplir ma bouteille d'eau. En passant devant l'ascenseur, j'ai entendu 2 de mes collègues discuter de relations et de finances. L'une d'elles a ri et a dit que son mari gérait tous leurs comptes et qu'elle ne voyait jamais les factures. C'était censé être une blague légère, mais ça m'a frappé de la mauvaise manière. J'ai pensé à Gabin à la boutique de robes de mariée le mois dernier, à la façon dont il planait autour d'Evelyne quand elle essayait de payer ses retouches. Il avait repoussé sa main de son sac à main et avait dit à la vendeuse qu'il s'en occuperait. Evelyne avait ri alors, mais sans joie. Plus je rejouais les souvenirs récents, plus je devenais mal à l'aise. Gabin attrapait toujours son téléphone à la seconde où il vibrait, même en plein milieu d'une phrase. Il ne le laissait jamais face contre table comme la plupart des gens. Il le gardait dans sa main, l'écran tournait loin de tout le monde, surtout d'Evelyne. Elle m'avait dit un jour qu'il avait ajouté un code d'accès compliqué parce qu'il voyageait pour le travail et avait besoin d'une sécurité supplémentaire. À l'époque, cela semblait assez normal, mais maintenant, cela paraissait suspect. Et il y avait eu cet après-midi, il y a 3 mois, quand une femme que je n'avais jamais vue auparavant s'était présentée à la réception de mon bureau en me demandant
Elle avait dit qu'elle avait une question à poser sur un certain Gabin Moreau. Je me souviens d'avoir cligné des yeux de surprise car elle avait l'air anxieuse, presque affolée, mais avant même que je puisse obtenir son nom, elle a reçu un appel téléphonique et est partie précipitamment. À l'époque, j'avais supposé qu'elle s'était trompée de personne ou que c'était un malentendu bizarre. Cela ne ressemblait plus à un malentendu maintenant. J'essayais habituellement de ne pas me mêler de la vie amoureuse d'Evelyne, mais alors que je rassemblais mes affaires pour quitter le travail plus tôt et me rendre au dîner de répétition, j'ai ressenti une urgence que je ne pouvais ignorer. Quelque chose n'allait pas. Et si Evelyne ne voulait pas me le dire, alors je devrais chercher les filles sur moi-même. Le lieu était situé au bord de l'eau, avec de grandes fenêtres donnant sur le lac. Le soleil du début de soirée brillait d'un orange éclatant sur la surface, les gens se mêlaient sur la terrasse, et les serveurs se déplaçaient vivement entre les tables. Cela aurait dû être magnifique, et peut-être que ça l'était pour tout le monde, mais ma nervosité donnait à l'endroit un sentiment de léger déséquilibre, comme un tableau accroché de travers. J'ai repéré Evelyne près du bar, entourée de ses demoiselles d'honneur. Elle souriait, mais c'était ce genre de sourire vide qui n'atteint jamais les yeux. Quand elle m'a vu, elle m'a fait un tout petit signe de tête, le genre de reconnaissance qu'on accorderait à une vague connaissance. Pas à une sœur. Gabin était de l'autre côté de la pièce, parlant fort avec deux de ses garçons d'honneur. Quand il m'a aperçu, il s'est approché avec ce sourire poli. Il m'a demandé si j'étais prête à assumer mon rôle demain, son ton dégoulinant de la même condescendance qu'il avait utilisé la veille. Je lui ai dit que je savais exactement quel était mon rôle. Il a ricané comme si j'étais dramatique et a dit que j'avais l'habitude de compliquer les choses simples plus qu'il ne le fallait. J'avais envie de lui demander pourquoi il attrapait si vite son téléphone dès qu'il vibrait. J'avais envie de lui demander où il était la nuit où Evelyne m'avait appelé en pleurant il y a 2 semaines, disant qu'elle se sentait seule dans sa propre relation. J'avais envie de lui demander qui était la femme à mon bureau et pourquoi elle connaissait son nom complet. Mais j'ai gardé la bouche fermée car Evelyne s'approchait de nous. Elle a touché légèrement le coude de Gabin et a posé une question sur le plan de table. Il s'est tourné vers elle, son attitude s'adoucissant instantanément, et j'ai eu l'impression de regarder quelqu'un enfiler un costume qu'il ne portait que pour certaines personnes. Le dîner s'est déroulé dans un tourbillon de toast et de rire, mais sous tout cela, un courant sous-jacent attirait mon attention. Evelyne évitait d'être près de moi. Chaque fois que je m'approchais, elle s'excusait pour parler à quelqu'un d'autre ou vérifier quelque chose avec l'organisatrice. Elle gardait une main légèrement posée sur le bas de son ventre comme si elle se préparait à un choc. À mi-chemin de la soirée, alors que les invités se dirigeaient vers la table des desserts, je suis sorti dans le couloir pour reprendre mon souffle. Le bruit à l'intérieur était écrasant. Je me suis appuyé contre le mur et j'ai pressé mes doigts contre mes tempes, essayant de combattre la douleur lancinante qui montait derrière mes yeux. C'est alors que j'ai entendu 2 demoiselles d'honneur chuchoter à quelques mètres de là. Elles n'essayaient pas d'être discrètes. Elles étaient trop prises dans leur propre conversation pour remarquer ma présence près du coin. L'une d'elles a dit que si Evelyne découvrait un jour ce que Gabin avait fait à Catherine en Normandie, elle annulerait le mariage sur le champ. L'autre a chuchoté qu'elle avait vu les messages il y a des mois quand Gabin avait laissé son téléphone sur une table par accident, que Catherine l'avait supplié de rendre l'argent qu'il avait promis d'investir pour elle. Elle s'est demandé à voix haute s'il faisait la même chose ici, si cela expliquait peut-être pourquoi Evelyne avait toujours l'air si stressée. Ma respiration s'est bloquée dans ma gorge. J'ai attendu qu'elle continue, mais un serveur est passé et elles ont rapidement changé de sujet. Quand elles sont retournées dans la salle à manger principale, je suis resté figé là où j'étais. Catherine. Normandie. Argent. Les demandes soudaines d'Evelyne pour que je lui prête de l'argent. La femme à mon bureau. Le contrôle serré de Gabin sur leur compte commun. Les pièces ne s'emboîtaient pas encore, mais je sentais le contour de quelque chose de laid se former en arrière-plan. Je me suis détaché du mur et je suis sorti, ayant besoin d'air. La brise nocturne venant du lac était fraîche et portait la faible odeur de pin des bois environnants. Les sons des rires de l'intérieur flottaient derrière moi, mais rien de tout cela ne semblait plus réel. Je me suis dirigé vers le ponton, m'arrêtant à la balustrade où de petites lumières brillaient le long du chemin. Mes mains tremblaient légèrement alors que je les posais sur le bois. Je me suis senti stupide de ne pas l'avoir vue plus tôt. D'avoir fait confiance à Gabin juste parce qu'Evelyne l'aimait. D'avoir cru qu'elle avait enfin trouvé quelqu'un qui prendrait soin d'elle. C'était peut-être ça le problème. Peut-être qu'aucun d'eux n'avait jamais appris ce que signifiait vraiment prendre soin de quelqu'un. Pas après le chaos dans lequel nous avions grandi.
Je suis resté là jusqu'à ce que l'organisatrice annonce qu'il terminait. Les gens ont commencé à sortir vers le parking. Evelyne m'a fait une brève étreinte, à peine plus qu'un effleurement de son épaule contre la mienne. Gabin a hoché la tête avec raideur. Je n'ai pas dit un mot. Pendant le trajet du retour, les phares des voitures qui passaient striaient mon pare-brise, et j'ai senti l'attraction familière de vieilles habitudes me disant de ne pas fouiner, de ne pas supposer le pire, de ne pas créer de problème là où il n'y en avait peut-être pas. Mais cette petite voix en moi, celle qui était restée stable depuis la veille, me disait le contraire. J'avais besoin de réponses. Et pas d'Evelyne. Elle n'admettrait jamais si quelque chose n'allait pas si elle pensait que cela prouverait qu'elle avait fait une erreur. Je me suis garé dans mon allée, j'ai coupé le moteur et je suis resté là, agrippé au volant. La lumière de mon Porsche a clignoté une fois avant de s'installer dans une lueur stable. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai attrapé mon téléphone. Il y avait une personne que je pouvais appeler qui ne mâchait pas ses mots, qui ne se souciait jamais de ménager les sentiments quand la vérité comptait. J'avais travaillé avec lui lors d'une enquête interne compliquée dans mon entreprise il y a 2 ans, et il avait la réputation de découvrir des choses que les gens voulaient désespérément garder cachées. Son nom était Étienne Valois. Et ce soir, pour la première fois de ma vie, j'étais prête à découvrir toute la vérité, peu importe jusqu'où elle me mènerait. À la minute où je l'ai dit à voix haute dans ma voiture garée, j'ai senti quelque chose se calmer dans ma poitrine. C'était comme de décider enfin d'entrer dans la tempête au lieu de rester sur le porche en espérant que les nuages changent d'avis. Je suis rentré, j'ai verrouillé la porte et je me suis assise à la table de la cuisine avec mon téléphone à la main pendant une longue minute. Une partie de moi avait peur qu'il ne se souvienne pas de moi. L'autre partie avait peur qu'il s'en souvienne, et qu'il confirme toutes les sombres suspicions qui s'étaient glissées dans mes pensées. Finalement, j'ai composé son numéro. Il a décroché à la 3e sonnerie, sa voix calme et exactement comme je m'en souvenais de l'enquête qu'il avait menée pour mon entreprise 2 ans plus tôt. À l'époque, il avait découvert un système de détournement de fonds interne en quelques jours seulement. Il n'était ni bruyant ni dramatique. Il avait juste cette façon attentive et patiente d'écouter, puis d'exposer les faits comme des pièces de puzzle. Je lui ai dit mon nom et lui ai rappelé où nous avions travaillé ensemble. Il y a eu une brève pause, puis il a dit que bien sûr il se souvenait de moi, et a demandé ce qui se passait. Je lui ai dit que j'avais besoin d'aide pour quelque chose de personnel, que c'était délicat et que cela concernait ma sœur et son fiancé. Je pouvais l'entendre se pencher en arrière, sa chaise grinçant faiblement à l'autre bout du fil, comme s'il passait en mode travail. Il a dit qu'il pouvait me rencontrer tôt le lendemain matin avant ses autres rendez-vous. Nous nous sommes mis d'accord sur un petit café près du centre-ville, celui au coin de la rue avec les vieux murs de briques et le café trop fort. J'ai à peine dormi. Quand je suis entré dans le café le lendemain, l'air sentait les grains torréfiés et le sucre, et le doux murmure des conversations matinales m'enveloppait. Étienne était déjà là, à une table dans un coin, un dossier à côté de sa tasse de café. Il avait l'air identique à mes souvenirs, avec cette apparence légèrement froissée mais observatrice. La fin de la quarantaine, avec des yeux bienveillants qui en voyaient trop et gardaient tout classé derrière une expression calme. Il s'est levé brièvement en me voyant, puis m'a fait signe de m'asseoir. J'ai commandé un café que je savais que je ne boirais probablement pas et j'ai joint mes mains pour les empêcher de trembler. Il m'a demandé de commencer par le début, et je l'ai fait. Je lui ai parlé d'Evelyne, de Gabin, de la façon dont les choses avaient changé au cours de la dernière année. J'ai décrit la veille, la phrase sur le plus beau cadeau étant ma disparition de la famille, les regards nerveux, les demoiselles d'honneur chuchotant à propos d'une femme nommée Catherine en Normandie. Je lui ai parlé de la femme qui était venue à mon bureau en demandant Gabin par son nom, puis qui avait disparu avant d'expliquer pourquoi. Étienne a écouté sans m'interrompre, ses doigts reposant légèrement sur le dossier. Quand j'ai fini, il a hoché lentement la tête et a dit qu'il était content que je l'ai appelé. Il m'a dit qu'après notre collaboration à l'entreprise, mon nom lui était resté en tête parce que j'étais l'une des rares personnes à s'interroger sur les gens derrière les chiffres, pas seulement sur les dégâts. Puis il a tapoté le dossier. Il a dit qu'il avait effectué une vérification préliminaire des antécédents de Gabin tard la veille au soir après notre appel, juste pour voir s'il y avait quelque chose d'évident. Il y en avait. Puis il avait passé les premières heures de ce matin à rassembler des documents supplémentaires. Ce qu'il a trouvé m'a glacé le sang. Il a expliqué que Gabin avait utilisé 2 noms de famille différents au cours de la dernière décennie. Le premier était celui que nous connaissions, celui sur les invitations de mariage et les publications sur les réseaux sociaux. Le second était lié à une poignée d'adresses en Bretagne et en Normandie,
ainsi qu'à plusieurs dossiers de tribunaux civils. Ce n'était pas suffisant pour prouver un crime en soi, mais c'était assez pour montrer un schéma de déplacement d'un endroit à l'autre, laissant des affaires non réglées derrière lui. Étienne a fait glisser quelques pages imprimées vers moi. J'ai vu le visage de Gabin sur une image granuleuse d'un site de registre foncier de Bretagne, même expression suffisante, cheveux légèrement plus courts. Il y avait une autre inscription de Normandie, attachée à une adresse près de Caen. Nom de famille différent, mêmes yeux. Étienne a continué tranquillement. Il a dit qu'en Bretagne, une femme nommée Léa Favre avait déposé une plainte contre lui pour avoir emprunté une grosse somme d'argent pour ce qu'il appelait un investissement de démarrage, puis avoir disparu. L'affaire a été classée lorsque Gabin n'a pu être localisé et que Léa n'avait pas assez de documents pour poursuivre. Pourtant, la plainte déposée était là, datée et signée, avec des détails qui semblaient bien trop familiers. Mon estomac s'est noué quand Étienne a pointé une autre section du dossier. Normandie. Un homme nommé Daniel Robert qui avait signalé Gabin pour l'avoir escroqué dans une prétendue entreprise commune. Daniel affirmait que Gabin l'avait convaincu de lui confier ses économies, promettant des rendements élevés, puis avait cessé de répondre aux appels et avait quitté la région. Cette affaire a été enregistrée, brièvement enquêtée, puis classée parce que Daniel n'avait pas les moyens de continuer à la pousser et que Gabin était déjà passé à autre chose. C'était comme regarder un motif se dessiner sur le papier. Des personnes lésées, des documents incomplets, un homme qui s'éclipsait juste au moment où les conséquences commençaient à faire surface. J'ai demandé à Étienne pourquoi personne ne l'avait jamais arrêté. Il a haussé légèrement les épaules et a dit que les prédateurs financiers prospèrent souvent dans les zones grises. Ils restent juste en dessous du seuil des grandes unités criminelles, profitant de la confiance, de la honte et du fait que de nombreuses victimes ne veulent pas traîner leur douleur privée devant les tribunaux publics. Puis il s'est tourné vers la dernière section du dossier. Celle-ci portait mon nom, ainsi que ceux d'Evelyne et de Gabin. Étienne a dit qu'il avait effectué une recherche de privilèges immobiliers sur l'appartement. Il n'y avait aucun privilège officiel à mon nom, ce que j'avais supposé, mais il y avait des documents préoccupants liés à une proposition de ligne de crédit. Des papiers qui avaient été commencés mais jamais entièrement exécutés. Il avait trouvé un projet d'accord dans une banque locale, indiquant que Gabin avait entamé les démarches pour utiliser l'appartement comme garantie pour un prêt de rénovation. La partie intéressante était le bloc de signature. Mon nom était inscrit comme propriétaire. Puis un deuxième bloc destiné à un cosignataire listait le nom d'Evelyne, pas le mien. La majeure partie du formulaire était incomplète, mais Étienne a dit que les notes internes de la banque indiquaient que Gabin avait insisté pour faire ajouter Evelyne comme partie responsable de cette dette, parlant de la façon dont sa fiancée prendrait bientôt possession de la propriété. J'ai fixé la copie jusqu'à ce que les mots deviennent flous. L'idée qu'il ait même essayé de se servir de l'appartement, l'endroit lié à notre mère, celui que j'avais donné à Evelyne comme symbole d'amour et de stabilité, a fait que mes mains se sont crispées en poing. J'ai dit à Étienne que je n'avais jamais autorisé quoi que ce soit de tout cela. Je n'avais jamais accepté de prêt, ni de rénovation au-delà des travaux que j'avais déjà financés moi-même. Étienne m'a cru. Il a dit que la bonne nouvelle était que rien n'avait été finalisé. Aucun prêt n'avait été entièrement approuvé. Aucune ligne de crédit n'avait été officiellement enregistrée. Mais il a aussi dit que si Evelyne se retrouvait sur n'importe quel papier avec Gabin après leur mariage, elle pourrait facilement devenir responsable des dettes qu'il contracterait en utilisant cette propriété ou toute autre chose qu'elle partagerait avec lui. Il m'a regardé attentivement et a parlé très clairement. Si votre sœur épouse cet homme et signe tout ce qu'il lui met sous le nez, elle devra répondre de tout ce qu'il a fait et de tout ce qu'il prévoit de faire. Les mots sont restés entre nous comme une pierre. J'ai pensé à Evelyne se mordillant la lèvre chaque fois que l'argent était mentionné, à la façon dont elle changeait de sujet si je lui demandais si elle et Gabin avaient établi un budget. J'ai pensé à ses réponses vagues sur les acomptes, les fournisseurs et les chèques qui avaient besoin de quelques jours de plus pour être encaissés. J'ai pensé à elle me demandant de lui prêter certaines sommes, toujours juste assez petites pour paraître raisonnables mais assez fréquentes pour sembler anormales. Un sentiment de nausée m'a envahi. J'ai demandé à Étienne s'il pensait que Gabin avait déjà pris de l'argent à Evelyne. Étienne a dit qu'il ne pouvait pas en être certain sans accès à leur compte, mais que d'après le schéma, il serait surpris si Gabin n'avait pas au moins commencé à canaliser ses ressources dans ses plans. C'est peut-être pour cela qu'elle était si tendue. Une partie d'elle devait savoir que quelque chose n'allait pas, même si elle ne voulait pas y faire face. Je me suis penché en arrière et j'ai appuyé mes paumes sur mes genoux pour me stabiliser. Étienne a hésité un instant, puis a sorti une petite clé USB argentée du dossier.
Il l'a posée doucement sur la table entre nous. Il a dit que sur cette clé se trouvaient des copies numériques de tout ce qu'il venait de me montrer, ainsi que des enregistrements supplémentaires qu'il n'avait pas imprimés. Des journaux de communication, des dépôts publics, des mentions de faillite, les résumés des plaintes de Bretagne et de Normandie, et des notes sur une femme nommée Catherine qui pourrait correspondre à celle dont les demoiselles d'honneur avaient parlé. Il m'a dit que j'en aurais besoin si je voulais arrêter ce mariage ou au moins forcer la vérité à éclater au grand jour. Il a dit que ce n'était pas à lui de me dire quoi en faire, seulement qu'il avait vu trop de familles détruites parce que personne n'avait eu le courage de surmonter le déni et de dire que quelque chose n'allait pas. J'ai ramassé la clé USB avec des doigts prudents. Elle semblait trop légère pour ce qu'elle contenait. Comme si tous les dégâts et la trahison qu'elle représentait devaient peser plus lourd, devaient s'enfoncer plus fort dans ma peau. Pendant une seconde, je me suis imaginé marchant directement de ce café à la maison d'Evelyne, claquant la clé USB devant elle et exigeant qu'elle regarde chaque fichier. J'ai imaginé son visage se durcir, l'ai imaginé dire que je choisissais toujours la pire interprétation des choses, que je ne faisais jamais confiance à son jugement. J'ai imaginé Gabin présentant cela comme une attaque, de la jalousie, la preuve que c'était moi qui semais le trouble. J'ai réalisé que montrer quoi que ce soit à Evelyne avant le mariage ne la ferait peut-être pas changer d'avis. Cela ne ferait que l'éloigner davantage. Elle avait toujours défendu les gens qu'elle aimait, même quand ils ne le méritaient pas. C'était l'une de ses qualités les plus étranges, une loyauté féroce appliquée dans toutes les mauvaises directions. J'ai glissé la clé USB dans mon sac à main. Étienne a dit que quelle que soit ma décision, je devais agir rapidement. Si Gabin avait déjà essayé d'utiliser l'appartement une fois, il essaierait probablement à nouveau. Et une fois qu'Evelyne serait mariée à lui, chaque bout de papier mis devant elle serait 10 fois plus dangereux. Je l'ai remercié, j'ai payé nos 2 cafés avant qu'il ne puisse protester, et je suis sorti dans la lumière du matin. Le ciel était d'un bleu pâle, et les gens se déplaçaient sur le trottoir, se dirigeant vers leurs journées ordinaires. Des chiens en laisse, des parents avec des poussettes, un homme portant une boîte de beignets en équilibre sur un bras. La vie normale se déroulait autour de moi, complètement inconsciente qu'à quelques kilomètres de là, un mariage était sur le point de devenir tout autre chose. Je suis resté sur le trottoir pendant 1 minute, la clé USB dans mon sac, le dossier de Gabin à la main, et un calme étrange s'est répandu en moi. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de ne pas seulement réagir au choix d'Evelyne. J'étais debout devant une porte, la main sur la poignée, pleinement consciente qu'une fois que je l'ouvrirais, plus rien ne serait jamais pareil. Puis une pensée soudaine m'a frappé si fort que j'ai failli chanceler. Si Gabin avait été prêt à entamer des démarches de prêt sur l'appartement à mon insu, jusqu'où était-il déjà allé dans notre dos? Et qu'est-ce qu'il prévoyait exactement d'emporter une fois qu'il aurait une bague au doigt de ma sœur? Je suis resté sur le trottoir, la lumière du matin réchauffant mon dos, la clé USB dans mon sac et le dossier de Gabin à la main, et une seule pensée tournait en boucle dans mon esprit comme une sonnette d'alarme qui refusait de se taire. S'il avait déjà essayé de se servir de l'appartement dans notre dos, qu'avait-il fait d'autre? Qu'est-ce qu'il prévoyait de prendre d'autre une fois marié à ma sœur? La question m'a suivi jusqu'à ma voiture. Au moment où je me suis glissé dans le siège du conducteur, le poids de cette question pesait si lourdement sur mes côtes que je me sentais presque vide. Je n'ai pas démarré le moteur tout de suite. J'ai posé le dossier sur le siège passager et je l'ai fixé, sentant le monde basculer légèrement alors que la vérité s'enfonçait plus profondément dans mes os. Pendant des années, j'avais cru qu'Evelyne avait besoin de protection contre des choses extérieures. Le stress, le chagrin, l'incertitude. Je n'avais jamais imaginé qu'elle pourrait avoir besoin de protection contre l'homme même qu'elle avait choisi pour construire sa vie. Le trafic bourdonnait au loin et quelques moineaux sautillaient sur le trottoir près d'un arbre voisin. Les sons ordinaires de la journée contrastaient étrangement avec la tempête qui grondait en moi. Je me suis forcé à respirer lentement jusqu'à ce que les battements dans ma poitrine se calment enfin. Puis j'ai démarré le moteur et j'ai conduit jusqu'à la maison avec une seule pensée, stable et claire, qui montait en moi. Assez. À la maison, j'ai laissé tomber mon sac à main sur le comptoir de la cuisine et j'ai placé le dossier sur la table, l'ouvrant une dernière fois. Même si j'avais déjà vu les documents, j'avais besoin de sentir leur réalité, de voir les lignes tapées et les signatures qui prouvaient tous les doutes que j'avais repoussés pendant des mois. 2 noms de famille différents. Des plaintes déposées en Bretagne. Des accusations en Normandie. Des projets de documents de prêt avec le nom de ma sœur imprimé en majuscule là où la signature d'un cosignataire devrait aller. J'ai touché l'espace au-dessus de son nom du bout des doigts et j'ai senti une pointe aiguë me traverser, quelque chose entre la colère et le chagrin.
Evelyne avait passé toute sa vie à essayer de paraître forte. Elle avait choisi des hommes qui la faisaient se sentir admirée de l'extérieur mais petite en privé. Elle avait toujours confondu le contrôle avec l'attention. Et maintenant, elle était sur le point de se lier à quelqu'un qui allait drainer tout ce qu'elle avait, puis disparaître comme de la fumée. J'ai refermé doucement le dossier. Mes mains étaient stables. Je me suis préparé une tasse de thé et je me suis assise à la table de la salle à manger, regardant la vapeur monter en spirale douce. Pendant des années, j'avais considéré l'appartement comme le dernier morceau chaleureux de notre mère qu'Evelyne et moi partagions encore. Les parquets qu'elle avait toujours voulu refaire. Le petit balcon à la rambarde rouillée. L'endroit où j'imaginais que nous guéririons toutes les deux, chacune à sa manière. Mais au lieu de devenir un refuge, c'était devenu la seule chose sur laquelle Gabin pouvait planter ses griffes. Quelque chose s'est durci en moi. Quelque chose de définitif. J'ai pris mon ordinateur portable sur le comptoir et je l'ai ouvert. L'email de mon notaire de la veille était toujours en haut de ma boîte de réception. J'ai cliqué sur répondre et j'ai tapé un court message lui demandant de m'appeler immédiatement au sujet d'une vente rapide potentielle de l'appartement. J'ai seulement expliqué que les circonstances avaient changé et que je devais agir vite. Il a appelé dans les 15 minutes. Il avait toujours été efficace, mais même lui semblait surpris quand je lui ai dit que je voulais mettre l'appartement en vente immédiate. Il m'a demandé si j'étais certaine. Je lui ai dit que oui. Je n'ai pas expliqué les détails. Certaines choses étaient trop enchevêtrées et personnelles pour être démêlées pour quelqu'un d'autre. Après avoir raccroché, je suis allé dans le salon et j'ai regardé les stores de la fenêtre alors que la lumière changeait sur le mur. Une petite partie de moi murmurait que vendre l'appartement était radical. Peut-être que je devrais attendre. Peut-être qu'Evelyne finirait par voir Gabin pour ce qu'il était. Mais une autre voix, celle qui était restée silencieuse pendant trop d'années, a parlé plus clairement. Elle avait voulu que je disparaisse de sa vie. Elle l'avait dit à voix haute. Elle avait laissé Gabin parler pour elle. Elle l'avait choisi malgré tous les signaux d'alarme qui clignotaient autour d'eux. Si elle ne voulait pas du cadeau que je lui avais fait, alors j'avais tout à fait le droit de le reprendre avant qu'il ne le transforme en une arme contre elle ou contre moi. La décision a apporté un calme étrange avec elle, une quiétude que je n'avais pas ressentie depuis la mort de nos parents. Je suis allé dans le couloir jusqu'à ma chambre et j'ai ouvert le placard, sortant une boîte de vieilles affaires que je n'avais pas touchées depuis des années. À l'intérieur se trouvaient des photographies de la rénovation, un petit sac de quincaillerie de rechange et un porte-clés avec 2 clés argentées brillantes. J'ai fermé la main autour d'elle et j'ai senti une résolution tranquille s'installer dans ma poitrine. Plus tard dans l'après-midi, je suis allé à l'appartement pour la première fois en près de 2 mois. L'immeuble se tenait dans son état habituel et calme, avec quelques locataires assis sur leur balcon et quelqu'un promenant un chien près de l'entrée. L'air d'automne avait une morsure vive, et la brise bruissait dans les dernières fleurs d'été plantées près de l'allée. Quand j'ai monté les escaliers familiers et que j'ai déverrouillé la porte, l'odeur de peinture fraîche m'a accueilli. Evelyne avait dû faire de petites mises à jour ou peut-être se préparer à quelque chose dont elle ne m'avait jamais parlé. Mes pas résonnaient légèrement sur le parquet. L'endroit semblait propre, organisé, mais étrangement vide. Comme si Evelyne avait commencé à en retirer des morceaux d'elle-même, petit à petit. J'ai traversé lentement chaque pièce. Le salon avec les murs gris doux que j'avais peints moi-même. La cuisine avec le dosseret en carrelage que j'avais passé un week-end entier à installer, coupant les pièces à la main et priant pour ne pas ruiner le motif. La petite chambre qui abritait autrefois le couvre-lit de notre mère. Debout là, j'ai ressenti une tristesse que je n'avais pas prévue. Pas un deuil pour l'appartement lui-même, mais pour les années que j'avais passées à essayer de m'accrocher à une version de ma sœur qui n'existait plus. J'ai murmuré dans l'air vide que j'avais fait ma part. Que aimer quelqu'un ne signifiait pas se détruire pour lui. Que parfois, lâcher prise était le seul moyen de sauver le peu qui restait. Puis je me suis mise au travail. J'ai pris de nouvelles photographies des pièces pour l'agent immobilier, j'ai vérifié les services publics et j'ai noté quelques réparations qui nécessitaient une attention rapide. En traversant le couloir, je me sentais plus légère. Pas heureuse, mais certaine. La certitude avait son propre poids, mais c'était un poids que je pouvais porter. En redescendant, j'ai croisé une des voisines, Madame Dubois, une femme plus âgée aux yeux bienveillants qui vivait dans l'immeuble depuis des années. Elle a souri en me voyant. Elle a dit que ça lui avait manqué de me voir dans le coin et m'a demandé si je revenais m'installer. Je lui ai dit que je finalisais une vente. Son visage s'est assombri un instant et elle a dit qu'elle adorait nous voir, Evelyne et moi,
travailler ensemble les week-ends, que nous lui rappelions ses propres filles. Je lui ai fait un petit sourire et j'ai dit que la vie nous avait emmenés dans des directions différentes. Elle a hoché doucement la tête, sans insister. J'ai quitté l'immeuble et je suis resté près de ma voiture, laissant la brise rafraîchir mon visage. Sur le chemin du retour, le soleil s'est couché bas derrière les toits, et j'ai eu l'impression de franchir les dernières étapes d'une vie passée. Ce soir-là, après avoir envoyé les photos à mon notaire et confirmé le prix de vente, je me suis de nouveau assise à la table de la salle à manger, les mains enroulées autour d'un verre d'eau. Tout était en mouvement maintenant. La vente. La vérité. La fracture grandissante entre Evelyne et moi. Et pourtant, une chose restait à faire. Une chose se trouvait au centre de ce dénouement. Gabin. J'ai ouvert mon sac à main et j'ai sorti la clé USB qu'Étienne m'avait donnée. Je l'ai tenue dans ma paume, sentant sa surface fraîche pressée contre ma peau. Cela m'étonnait qu'une chose si petite puisse contenir le genre de débris capable de dévaster la vie de quelqu'un. Je l'ai posée sur la table devant moi, regardant le dernier filet de lumière du jour disparaître derrière ma fenêtre. Le mariage n'était plus qu'à un jour. Quoi que je choisisse de faire ensuite changerait tout. Cette pensée m'a accompagné toute la nuit, allongé, éveillé, à fixer le contour sombre du ventilateur de plafond dans ma chambre. Au moment où le ciel a commencé à s'éclaircir, j'avais déjà pris plus de décisions en quelques heures que je n'en avais prises en des années avec ma sœur. J'en avais fini d'attendre qu'Evelyne me choisisse. La vente de l'appartement s'est faite plus rapidement que je ne l'aurais cru. Mon notaire a appelé juste après 7 heures du matin avec une offre au comptant d'un investisseur avec qui il avait déjà travaillé. Le prix était juste. Plus que juste, honnêtement. Il semblait presque s'excuser en me disant à quelle vitesse cela s'était produit, comme s'il s'attendait à ce que j'hésite. Je n'ai pas hésité. J'ai tout autorisé électroniquement depuis ma table de cuisine, mes doigts stables alors que je signais chaque document à l'écran. Il m'a dit qu'avec une clôture rapide, les formalités pourraient être finalisées dans un délai très court et que légalement, une fois les fonds virés, cette propriété ne serait plus la mienne. Ce qui signifiait aussi qu'elle n'appartiendrait jamais à Gabin ou à n'importe quel stratagème qu'il avait essayé de mettre en place. Quand j'ai refermé mon ordinateur portable, j'ai senti quelque chose se mettre en place en moi. Un clic silencieux, comme une serrure qui se verrouille. En fin de matinée, j'étais en route pour la Haute-Savoie, suivant l'autoroute vers le nord puis vers l'est, le paysage passant des abords de la ville à de vastes champs et des bosquets d'arbres commençant à virer à l'orange et au rouge. Le complexe hôtelier qu'Evelyne avait choisi se trouvait au bord d'un lac clair, un endroit dont elle était tombée amoureuse lors d'un week-end avec Gabin. Elle m'avait envoyé une fois une photo du ponton au coucher du soleil, disant que c'était là qu'elle voulait commencer le reste de sa vie. Maintenant, je conduisais vers cet endroit en sachant que le sol sous ce rêve était pourri. Le complexe est apparu en début d'après-midi, un large bâtiment de style chalet avec des balcons donnant sur l'eau. Les voitures remplissaient le parking, et des groupes d'invités se dirigeaient vers l'entrée, vêtus de belles tenues décontractées, certains tenant déjà de petits sacs cadeaux. Le ciel était d'un bleu vif, le genre de belle journée dont les gens se souviennent toujours dans les albums de mariage. Je suis sorti de ma voiture et je suis resté immobile un instant, laissant la vue s'imprégner. J'avais pensé ne pas venir, rester dans le Rhône et laisser tout s'effondrer sans moi. Mais ça aurait été l'ancienne version de moi-même. Celle qui évitait les conflits jusqu'à ce qu'ils l'avalent tout entière. J'ai ajusté la sangle de mon petit sac de voyage et je suis entré. Le hall était animé. Des gens riaient près de la réception, quelques enfants couraient autour de la cheminée en pierre, et quelque part plus loin dans le bâtiment, j'entendais de la musique s'échapper d'une salle de répétition. J'ai suivi les panneaux indiquant la suite nuptiale, mon cœur battant un peu plus vite à chaque pas. Quand j'ai atteint le couloir devant la suite, j'ai pu entendre les tons aigus de bavardages excités. Maquilleur, demoiselle d'honneur, Evelyne donnant des instructions. J'ai marqué une pause d'une demi-seconde la main sur la porte, puis je l'ai ouverte. La pièce était lumineuse avec de hautes fenêtres donnant sur le lac. Des portants à vêtements longeaient un mur, couverts de robes et de vêtements de rechange. Une longue table contenait des fers à friser, des brosses, des poudriers ouverts, des tubes de rouge à lèvres. Evelyne se tenait près du centre de la pièce dans un peignoir pâle, les cheveux partiellement coiffés, le voile épinglé lâchement pour un essai. Pendant une fraction de seconde, je l'ai vue telle qu'elle était quand nous étions petites. Ma grande sœur debout devant un miroir, essayant les vieux bijoux fantaisie de notre mère, riant en tordant ses cheveux en des versions désordonnées de coiffure d'adulte. Puis le présent s'est imposé. Elle m'a vu dans le reflet et s'est raidie.
Ses yeux m'ont parcouru rapidement, vérifiant ma robe, mes chaussures, mon visage, essayant de deviner si j'allais causer des problèmes. Je me suis forcé à faire un petit signe de tête. Elle l'a rendu, à peine, puis s'est détournée pour parler à sa témoin. Personne ici ne savait que l'appartement ne faisait plus partie de son avenir. Personne ne savait que Gabin avait essayé de s'en servir. Personne ne savait que j'avais vendu la seule chose qui nous liait matériellement. L'une des demoiselles d'honneur, une femme nommée Théa que je n'avais rencontrée que brièvement, a croisé mon regard de l'autre côté de la pièce. Son expression s'est adoucie avec une sorte de pitié qui m'a crispé l'estomac. Elle s'est approchée en tenant une petite trousse de maquillage et s'est penchée juste assez pour que je sois la seule à l'entendre. Elle a dit doucement qu'elle aurait aimé qu'Evelyne voie les choses plus clairement plus tôt, qu'elle aurait aimé que ma sœur comprenne dans quoi elle s'engageait. J'ai senti ma gorge se serrer. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, de quelle chose elle parlait. Ses yeux ont filé vers Evelyne, puis sont revenus vers moi. Ses joues ont rougi. Elle a marmonné que ce n'était pas à elle de dire quoi que ce soit et qu'elle n'aurait pas dû ouvrir la bouche. Puis elle s'est éloignée vers une autre demoiselle d'honneur, s'occupant d'arranger des bijoux. La pièce a semblé plus petite après ça. J'ai trouvé une chaise vide près de la fenêtre et je me suis assise, regardant le reflet du lac scintiller derrière le chaos nuptial. Le coiffeur d'Evelyne essayait de dompter une mèche de cheveux rebelles qui n'arrêtait pas de tomber. Evelyne la repoussait avec impatience, puis s'excusait encore. Ses mains ne tenaient pas en place. Elle lissait son voile, puis l'ajustait, puis l'enlevait complètement et le mettait de côté. C'était le genre de mouvement agité que j'avais déjà vu, quand nous étions plus jeunes et qu'une facture arrivait qu'elle ne pouvait pas payer ou qu'un dossier de candidature restait à moitié rempli sur la table. Elle parlait vite pour masquer les fissures, mais si on regardait attentivement, on pouvait voir la panique bouillonner juste sous la surface. J'ai pris une bouteille d'eau sur la table des rafraîchissements et je me suis approché d'elle lentement. De près, je pouvais voir la légère lueur de sueur près de sa racine des cheveux. Sa respiration était légèrement superficielle, ses yeux trop brillants. Je lui ai dit doucement qu'elle devrait boire quelque chose, que parfois la nervosité pouvait donner le vertige et que la journée se passerait mieux si elle restait hydratée. Je lui ai tendu la bouteille. Elle ne m'a pas regardé dans les yeux. Elle a jeté un coup d'œil à l'eau et sa bouche s'est contractée. Elle a donné un coup de main dans ma direction, frappant mon poignet juste assez pour que quelques gouttes se renversent sur le sol. Elle a dit sèchement qu'elle n'avait besoin de rien de ma part et que la meilleure façon de l'aider était de rester à l'écart. Quelques demoiselles d'honneur ont jeté un coup d'œil, puis se sont détournées. Personne n'est intervenu. J'ai dégluti et j'ai reculé. La piqûre était familière maintenant, mais elle coupait toujours. Je me suis penché pour ramasser une serviette en papier et j'ai essuyé les gouttes sur le sol, plus pour avoir quelque chose à faire de mes mains que parce que cela avait vraiment besoin d'être nettoyé. Une partie de moi voulait lui saisir les épaules et la secouer, lui dire que pendant qu'elle me repoussait, l'homme qu'elle s'apprêtait à épouser était en train de préparer discrètement des moyens de la vider financièrement. Que pendant qu'elle m'accusait de ruiner son énergie, il empruntait les économies d'autres femmes et disparaissait. Au lieu de ça, je suis retourné à ma chaise et je me suis assise, sentant la clé USB dans mon sac à main pressée contre ma hanche comme un rappel physique. Nous sommes entrés dans la dernière heure avant la cérémonie. Les invités ont commencé à arriver en masse, et la musique à l'extérieur est devenue plus forte alors que l'équipe du son faisait ses derniers réglages. L'organisatrice entrait et sortait de la suite nuptiale avec des mises à jour. Le photographe est arrivé et a commencé à prendre des clichés spontanés des robes, des bouquets, des détails qu'Evelyne avait choisis avec tant de soin des mois auparavant. À un moment donné, je suis sorti dans le couloir pour avoir un moment seul. Ma poitrine était serrée. Le couloir était plus calme, la moquette douce sous mes pieds alors que je marchais vers une petite alcôve près d'un escalier de service qui donnait sur le parking. Alors que j'étais là, j'ai entendu une voix familière venant du coin. Gabin. Il m'a fallu une seconde pour reconnaître le ton. Il n'utilisait pas la voix charmante et publique qu'il utilisait avec les invités. Celle-ci était plus basse, plus tranchante. Sa voix privée. J'ai hésité, puis je me suis approché, m'arrêtant juste avant d'être visible. Je pouvais l'entendre parler au téléphone. Ses mots étaient bas mais assez clairs dans le silence du couloir. Il a dit que tout ce dont il avait besoin était de passer la cérémonie et qu'ensuite tout leur appartiendrait. Il a dit qu'une fois les papiers signés et les comptes fusionnés, ils pourraient enfin aller de l'avant avec leur plan. Il a gloussé doucement et a dit qu'Evelyne ne remettrait rien en question parce qu'elle était trop occupée à être une épouse pour prêter attention aux chiffres. Mon estomac s'est retourné.
Il a terminé l'appel avec une brève promesse de reprendre contact après la réception, puis il est revenu vers le couloir principal. Je me suis rapidement déplacé dans l'alcôve, hors de vue, mon cœur battant si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Gabin est passé un moment plus tard, sifflotant, le visage détendu, son costume fraîchement repassé. Quiconque l'aurait vu aurait pensé qu'il n'était qu'un marié heureux le jour de son mariage. Quand j'ai expiré, j'ai réalisé que mes mains tremblaient. Je suis retourné dans la suite nuptiale et je me suis tenu juste à l'intérieur de la porte, laissant mes yeux s'habituer à nouveau à la luminosité et au chaos. Evelyne était assise devant le miroir maintenant, dans sa robe complète, le voile correctement attaché, le rouge à lèvres réappliqué. De loin, elle ressemblait à toutes les autres mariées essayant d'être parfaites pour les photographies. Mais quand je me suis approché un peu plus, j'ai vu à quel point ses épaules étaient rigides. Elle prenait de petites respirations superficielles, levant la main à sa poitrine comme pour ajuster un collier invisible. Le coiffeur lui a rappelé de baisser les épaules. Elle l'a fait un instant, puis s'est de nouveau tendue. Son reflet dans le miroir montrait des yeux écarquillés, pas la douceur rêveuse qu'on voit dans les magazines. Personne d'autre ne semblait le remarquer. Ou s'il le remarquait, il choisissait de l'interpréter comme le trac normal d'avant le mariage. Par habitude, j'ai recommencé à me diriger vers elle, les mots déjà se formant sur ma langue, offrant un moment de calme loin de tout le monde, une promenade dans le couloir, n'importe quoi pour lui donner de l'espace pour respirer. Mais je me suis souvenu de la façon dont elle avait repoussé la bouteille d'eau de ma main, du mépris dans sa voix. Je me suis arrêté. Je suis resté là à la place, à la regarder. Ma sœur. La fille qui se glissait dans mon lit pendant les orages. La femme qui avait porté mes papiers de tutelle dans son sac à main pendant des années comme un insigne d'honneur tordu. La personne qui m'avait dit que le plus beau cadeau que je pouvais lui faire était de disparaître. Peut-être que la seule façon de la protéger maintenant n'était pas de la réconforter, mais de laisser la vérité frapper si fort qu'elle briserait l'illusion à laquelle elle s'était accrochée si longtemps. Mon téléphone a vibré dans mon sac à main. Une fois. Puis de nouveau. Je suis retourné dans le couloir avant de le sortir. L'écran s'est allumé avec un message d'Étienne. Court et précis, tout à fait dans son caractère. Il écrivait que tout était prêt. J'ai fixé les mots, le bruit de la suite nuptiale étouffé derrière moi, le son lointain des invités prenant place à l'extérieur près du lac. Prêt. Mon pouce a plané au-dessus de l'écran pendant que mon cœur décomptait silencieusement jusqu'à ce qui allait suivre. J'ai remis le téléphone dans mon sac et je suis descendu dans le couloir vers la grande salle de bal où se tiendrait la réception. La cérémonie sur la pelouse au bord du lac était déjà terminée, car je ne l'avais pas arrêtée. J'étais resté là pendant les vœux, les promesses soigneusement écrites, le moment où Evelyne a dit oui avec des larmes dans les yeux et où Gabin a glissé l'alliance à son doigt avec un sourire calculé. Pendant tout ce temps, le dossier de la vérité planait comme un fantôme dans mon esprit. Je n'avais pas parlé alors parce que je savais que la vraie tempête arriverait à l'intérieur. Pas à l'hôtel où tout le monde s'attend à du sentiment, mais aux tables dressées avec du linge fin et des flûtes de champagne, où les gens baissent leur garde et supposent que la partie la plus difficile de la journée est terminée. Le personnel se déplaçait déjà dans la salle de bal quand je suis entré. La lumière entrait à flot par les fenêtres qui donnaient sur le lac, se reflétant sur la verrerie et l'argenterie, faisant tout scintiller de cette manière douce et filtrée qui est si belle sur les photos. Les tables étaient dressées de nappes ivoires avec des chemins de table en eucalyptus, des bougies dans des photophores transparents et de petites cartes nominatives à chaque place. Près du fond de la salle, j'ai vu Étienne en costume sombre, se fondant dans le décor comme s'il faisait partie de l'équipe de l'événement. Il discutait avec le responsable du banquet, son expression calme et professionnelle. Sur une table d'appoint voisine se trouvait une pile de petites enveloppes blanches, chacune étiquetée avec un numéro de table. Ma gorge s'est asséchée. Plus tôt ce matin-là, après son message disant que tout était prêt, je l'avais rencontré brièvement sur le parking de l'hôtel pendant que la plupart des invités étaient occupés à s'habiller. Nous avions revu le plan. Des copies des documents de la clé USB avaient été réduites, résumées et organisées par nom. L'historique de Gabin, les plaintes de Bretagne et de Normandie, les informations sur Léa Favre, Daniel Robert et les autres, tout cela mis sous une forme que des gens ordinaires pourraient comprendre en une seule lecture. Étienne avait aussi contacté discrètement les personnes que Gabin avait blessées. Toutes n'avaient pas pu venir avec un préavis aussi court, mais quelques-unes avaient conduit ou pris l'avion, en colère et déterminées. Parmi elles se trouvaient Léa et Daniel. Ils étaient maintenant assis parmi les autres invités, se fondant dans la foule, leur douleur dissimulée sous des vêtements de cérémonie.
La police était là aussi, mais pas en uniforme. 2 inspecteurs avec qui Étienne s'était coordonné étaient assis près du bar, ressemblant à s'y méprendre à des parents venus de loin. Leur veste était juste un peu plus lourde, leurs yeux juste un peu plus vifs. Ils avaient examiné les dossiers d'Étienne plus tôt et lui avaient dit qu'ils avaient besoin de victimes sur place prêtes à faire des déclarations. Ils avaient aussi besoin que Gabin soit présent, avec une pièce d'identité sur lui, dans un endroit où il ne pourrait pas simplement disparaître lorsqu'il serait confronté. La salle de bal a commencé à se remplir. Les gens riaient et disaient à quel point la cérémonie avait été belle. Ils complimentaient la robe d'Evelyne, les fleurs, la vue. Quelques-uns sont venus me voir et m'ont dit des choses polies sur la fierté que je devais ressentir, sur le bonheur que je devais éprouver de voir ma sœur si radieuse. J'ai souri et hoché la tête quand il le fallait, mais à l'intérieur, j'avais l'impression d'être au centre d'une faille sismique sur le point de se rompre. Evelyne et Gabin sont entrés en dernier en tant que jeunes mariés, franchissant le seuil sous des applaudissements polis et quelques sifflets bruyants. Evelyne serrait son bouquet, souriant trop fort. Gabin avait la main possessivement placée dans le creux de son dos, savourant l'attention. Quand ses yeux ont rencontré les miens de l'autre côté de la pièce, une petite courbe satisfaite a étiré ses lèvres. Il croyait avoir gagné. L'organisatrice a fait un signe au personnel, et les serveurs ont commencé à se déplacer discrètement entre les tables, plaçant une enveloppe blanche à chaque place. Je les ai regardés travailler, silencieusement efficaces. Pour la plupart des invités, cela ressemblait juste à un autre élément de l'organisation du mariage, une note personnelle du couple ou une carte de remerciement. Personne ne s'en est soucié. Étienne s'est déplacé subtilement sur le côté de la salle où il pouvait voir à la fois la table d'honneur et les portes. L'un des inspecteurs en civil s'est rapproché de l'entrée. L'autre a pris place près des garçons d'honneur de Gabin. Le service du dîner a commencé. Les gens discutaient autour des salades et du pain, faisant teinter les fourchettes, se servant plus de vin. Evelyne m'a jeté un regard depuis la table d'honneur, puis a détourné les yeux. Gabin a levé son verre dans ma direction dans un geste qui aurait pu paraître amical à n'importe qui d'autre, mais que j'ai ressenti comme un défi. Les enveloppes sont restées intactes pendant quelques minutes de plus, petite bombe à retardement attendant une étincelle. Elle est venue plus tôt que prévu. Quelque part vers les tables du milieu, une chaise a raclé bruyamment. La voix d'une femme a percé le bourdonnement de la conversation, aiguë de choc et de fureur. Elle a crié que la mariée était sur le point d'épouser un escroc. Toutes les têtes se sont tournées. Les conversations se sont arrêtées net. La salle de bal entière a retenu son souffle. La femme debout était plus âgée, peut-être dans la cinquantaine, avec des cheveux auburn tirés en arrière et une robe sombre. Je l'ai reconnue d'après la photographie qu'Étienne m'avait montrée. Léa Favre. Elle tenait une enveloppe ouverte dans une main, la feuille imprimée tremblant entre ses doigts. Son autre main pointait droit sur Gabin. Elle a dit à voix haute qu'il lui avait volé de l'argent en Bretagne. Sa voix s'est brisée sur le mot voler. Elle a dit qu'il avait promis de l'investir, de l'aider après son divorce, de doubler ses économies. Au lieu de ça, il avait disparu, la laissant expliquer à ses enfants pourquoi leur fonds pour les études avait disparu. Gabin s'est figé une fraction de seconde, puis a essayé d'en rire, disant quelque chose à propos d'une confusion, mais l'ambiance de la salle avait déjà changé. D'autres invités, voyant la réaction de Léa, ont commencé à ouvrir leurs propres enveloppes. Le bruit du papier qui se déchire a rempli la pièce, un son étrangement doux sous la tension. J'ai vu leurs visages changer. La surprise d'abord. La confusion. Puis l'horreur. Les visages ont pâli. Les mâchoires se sont serrées. Quelques mains ont couvert des bouches. Des murmures ont commencé à glisser de table en table. L'un des anciens amis de Gabin de Normandie, un homme qui était arrivé en voiture ce matin-là après qu'Étienne l'eût contacté, s'est levé à son tour. Son badge à table indiquait Daniel. Je savais par Étienne que son nom complet était Daniel Robert. Il a brandi le contenu de son enveloppe comme une preuve et a fusillé Gabin du regard si intensément qu'on aurait dit que l'air entre eux allait s'enflammer. Il a crié à travers la salle qu'il avait déposé une plainte en Normandie des années auparavant. Il a dit que Gabin lui avait pris ses économies avec un faux plan d'affaires, puis s'était éclipsé avant qu'aucune action ne puisse être entreprise. Il a dit qu'il avait passé des années à rembourser des dettes seul, pensant qu'il ne verrait jamais la justice. Les mots ont déferlé dans la salle comme des vagues. Gabin a commencé à protester. Il a parlé par-dessus Daniel, par-dessus Léa, sa voix montant. Il a dit qu'ils étaient des menteurs, que c'était une attaque, que quelqu'un essayait de détruire son jour spécial.
Ses yeux ont balayé la pièce, cherchant une issue. Evelyne était assise, figée à la table d'honneur, son bouquet mou dans ses mains. Ses yeux passaient de Léa à Daniel, puis au papier devant elle qu'elle n'avait pas encore ouvert. L'un des inspecteurs s'est levé lentement. Il a parlé d'un ton calme et ferme, s'identifiant. Il a dit que plusieurs plaintes avaient été reçues et que des preuves récentes suggéraient un schéma de fraude utilisant des relations interpersonnelles et de fausses identités. Il a dit que les informations contenues dans les enveloppes avaient été partagées avec leur service plus tôt dans la journée et qu'ils étaient là pour prendre des dépositions officielles. Le visage de Gabin a changé en un instant. Le charme a complètement disparu. Sa mâchoire s'est crispée, ses yeux se sont rétrécis et les veines de son cou sont devenues saillantes. Il a fait un pas en arrière de la table d'honneur, puis un autre, comme si mettre de la distance entre lui et les accusations pouvait les rendre moins réelles. Puis il s'est tourné vers la sortie de secours la plus proche. La salle a explosé. Certains ont halté. Quelques-uns ont crié pour qu'il s'arrête. Des chaises ont raclé alors que plusieurs invités se levaient en même temps. Il a bousculé l'un de ses garçons d'honneur et a fait 3 longues enjambées avant que le second inspecteur, qui attendait de ce côté de la salle, n'intervienne. Ils se sont rencontrés près du bord de la piste de danse. L'inspecteur a fermement saisi le bras de Gabin. Gabin s'est dégagé en jurant, sa voix craquant de panique. L'inspecteur n'a pas lâché prise. Il a stabilisé sa position, a répété que Gabin devait cesser de bouger et qu'il était maintenant placé en garde à vue sur la base de plaintes actives et de motifs probables. Un autre membre du personnel s'est précipité pour éloigner les invités de la zone immédiate. Je me tenais près du mur du fond, regardant une vie soigneusement construite sur des mensonges commencer à s'effondrer dans un moment bruyant et désordonné. Evelyne a finalement semblé revenir à elle. Elle s'est levée si vite que sa chaise a basculé en arrière et a heurté le sol. Le bruit a fait sursauter plusieurs personnes. Elle a un peu trébuché dans sa robe mais a réussi à descendre de la table d'honneur, s'agrippant au bord pour garder l'équilibre. Elle a appelé Gabin, sa voix tremblante, exigeant qu'il dise quelque chose, n'importe quoi, qu'il lui dise que ce n'était pas ce que ça semblait être. Il s'est tordu dans l'emprise de l'inspecteur et a crié en retour que rien de tout cela n'était vrai, que c'étaient des gens amers qui le blâmaient pour leur propre mauvais choix. Puis ses yeux se sont posés sur moi. Son expression a de nouveau changé, maintenant aiguë et vicieuse. Il a craché que c'était mon œuvre. Il m'a traité de folle. A dit que j'avais toujours été jalouse. A dit que je l'avais piégée parce que je ne supportais pas de voir ma sœur heureuse. Des dizaines de regards se sont tournés vers moi. La pièce a semblé basculer légèrement, comme si tout le monde avait bougé en même temps. Pour la première fois depuis très longtemps, je n'ai pas bronché sous le regard d'Evelyne. Elle s'est retournée lentement, son voile glissant légèrement sur le côté. J'ai pu voir le moment exact où son cœur s'est brisé sur son visage. Ses yeux étaient humides, mais derrière les larmes, il y avait une sorte d'espoir désespéré, comme si elle cherchait encore un angle qui pourrait rendre cette douleur moins vive. Elle m'a demandé d'une voix rauque si j'étais au courant de tout ça. Si j'avais su et que je lui avais caché. Ses mots vacillaient, mais l'accusation était là. J'ai pris une profonde inspiration. La pièce semblait pleine d'électricité, l'air épais de l'odeur de la nourriture que personne ne mangeait et des fleurs qui semblaient soudain trop sucrées. Je lui ai dit calmement que je n'avais appris toute l'étendue de la situation que très récemment. J'ai dit que les informations dans ces enveloppes provenaient de personnes que Gabin avait déjà blessées et de dossiers qu'il avait laissés derrière lui. J'ai ajouté que j'avais essayé de lui donner une chance de voir les choses par elle-même, que j'avais lutté avec la façon de la protéger sans faire voler son monde en éclats. Ma voix était stable, à ma propre surprise. Puis j'ai dit quelque chose que je n'avais pas prévu mot pour mot, mais qui est sorti avec une clarté qui semblait se former en moi depuis des années. Je lui ai rappelé que la veille encore, elle m'avait dit que le plus beau cadeau que je pouvais faire à son mariage était de disparaître de notre famille. Je lui ai dit que j'avais écouté. Que j'avais pris du recul. Que je l'avais laissé choisir. Et puis je lui ai dit que ce que je voulais vraiment, c'était qu'elle voie qui avait réellement dépouillé sa vie, morceau par morceau. Que ce n'était pas moi. Les invités regardaient, silencieux, la tension pesant contre les murs. L'inspecteur principal a commencé à lire formellement les chefs d'accusation préliminaires pour lesquels il retenait Gabin, des mots comme escroquerie, vol et déclaration frauduleuse délibérée. Il a mentionné les plaintes en Bretagne et en Normandie par leur nom. Il a dit le nom de Léa. Il a dit celui de Daniel. Il a décrit un schéma de ciblage financier de femmes et de familles par la manipulation amoureuse.
Chaque mot semblait frapper Evelyne comme un autre coup physique. Son visage s'est lentement décomposé alors que l'homme qu'elle avait épousé moins d'une heure auparavant se débattait contre les policiers, criant que tout était exagéré, qu'il poursuivrait tout le monde dans la salle. Personne ne le croyait. Plus maintenant. Je l'ai vu chanceler une fois sur ses talons. Une demoiselle d'honneur s'est approchée pour la soutenir, mais Evelyne l'a repoussée, les yeux toujours fixés sur Gabin comme si la seule force de sa volonté pouvait le retransformer en le charmant fiancé qu'elle avait choisi. Puis, alors que les inspecteurs le guidaient vers les portes pour le placer en garde à vue, la réalité a finalement semblé s'imposer. Ses genoux ont fléchi. Le bouquet a glissé de ses doigts et a heurté le sol, des pétales s'éparpillant sur le parquet poli. Alors qu'elle s'affaissait vers le sol, la salle est entrée en ébullition. Les voix se sont élevées, les chaises ont raclé, quelqu'un a demandé de l'eau, un autre a crié de faire de la place. Je suis resté figé sur place, un battement de cœur de plus, regardant le jour auquel ma sœur s'était accrochée pendant des années se dissoudre en quelque chose que nous n'oublierions jamais. Le bouquet a glissé de ses mains, les pétales se sont éparpillés, puis tout est devenu flou. Quelqu'un a atteint Evelyne avant qu'elle ne touche le sol, une demoiselle d'honneur et l'organisatrice ensemble, essayant de la déposer doucement. Les gens parlaient tous en même temps. Le bruit des chaises qui raclent, une fourchette qui tombe, quelqu'un qui renverse un verre. Le groupe de musique s'est arrêté au milieu d'une chanson. L'air semblait épais et chaud, alors que quelques instants plus tôt, ce n'était qu'une jolie salle de réception avec des bougies, du linge blanc et des rires polis. Je me souviens avoir fait un pas en avant, puis m'être arrêté. Une vieille habitude, ce demi-pas vers ma sœur et le recul immédiat. Pendant tant d'années, je m'étais précipité quand elle tombait, quand elle pleurait, quand elle appelait au milieu de la nuit. Cette fois, mes pieds sont restés plantés. Le personnel de l'hôtel a agi avec un professionnalisme rapide, dégageant un cercle autour d'elle, apportant de l'eau et l'un de ses petits packs de froid du bar. Une invitée, qui se trouvait être infirmière, a vérifié sa respiration et son pouls. Les inspecteurs ont laissé de l'espace mais sont restés assez proches pour garder un œil sur Gabin qui continuait de crier au sujet de mensonges, de complots et de sœurs jalouses. J'ai croisé le regard d'Étienne de l'autre côté de la salle. Il m'a fait un petit signe de tête presque imperceptible, le genre de signe que l'on fait à quelqu'un quand on sait qu'il n'y a pas de jolis mots pour ce qui vient de se passer, mais qu'on veut qu'il sache qu'il n'est pas seul. Peu de temps après, Gabin a été escorté hors du bâtiment. J'ai regardé à travers les portes vitrées les policiers le guider vers une voiture qui attendait sur le parking, la lumière de fin d'après-midi se reflétant sur l'éclat de ses boutons de manchette. Pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, il ressemblait moins à un professionnel charmant qu'à ce qu'il était. Acculé. Cette nuit a semblé interminable et pourtant étrangement rapide. Les gens sont rentrés chez eux tôt, rapportant leurs cadeaux à leur voiture, chuchotant en petits groupes. Certains invités sont venus me voir avec des yeux écarquillés et stupéfaits, me demandant si j'allais bien, ce qui allait arriver à Evelyne, depuis combien de temps je savais. Je leur ai donné des réponses courtes et honnêtes, puis je me suis éloigné. Finalement, je me suis retrouvé dans ma chambre d'hôtel, assise sur le bord d'un lit qui ne me semblait pas être le mien, fixant une lampe trop vive et pourtant pas assez. Mon téléphone a vibré d'appels et de messages. Des numéros inconnus. Des numéros locaux de Haute-Savoie. Quelques-uns d'amis communs. J'ai laissé la plupart aller sur la messagerie vocale. Le sommeil est venu par bribes cette nuit-là. En quelques jours, l'histoire s'était répandue. Certains invités avaient filmé des parties de la scène sur leur téléphone, ce que je détestais mais comprenais. Cela signifiait que l'affaire avait atteint les réseaux sociaux avant les canaux officiels. Puis les médias locaux s'en sont emparés. Les gros titres n'utilisaient jamais nos noms, mais la formulation était assez dramatique pour que tout le monde dans nos cercles sache exactement de qui il s'agissait. Les gens en répétaient des versions dans les allées des supermarchés et les salles de pause des bureaux. Une mariée dont le fiancé a été arrêté à la réception. Une petite ville des Alpes a découvert qu'un homme menait des escroqueries financières sur des femmes dans d'autres régions et avait failli s'en tirer une fois de plus. J'ai vu un reportage alors que j'attendais dans la file à la pharmacie, la télévision accrochée près du plafond rediffusant les mêmes images floues en boucle. On y voyait l'extérieur de l'hôtel, une vue du lac, puis un journaliste parlant de la façon dont la mariée avait quitté les lieux tôt tandis que le marié était emmené pour interrogatoire. Un diagramme est apparu à l'écran, illustrant la fraude interrégionale. Puis un expert juridique a discuté de la manière dont l'amour et l'argent entrent souvent en collision de manière assez destructive dans notre pays. Je suis resté là, tenant une bouteille de shampoing et une boîte de barres de céréales, écoutant les réactions des inconnus autour de moi.
Certains claquaient la langue en signe de sympathie pour la mariée. D'autres faisaient des commentaires cyniques sur les hommes et l'argent. Personne ne savait que la jeune femme en arrière-plan sur l'une des photographies granuleuses, à moitié détournée, c'était moi. Au moment où je suis retourné dans le Rhône, la vente de l'appartement était entièrement finalisée. Les documents finaux sont arrivés dans mon email avec des signatures numériques et la confirmation du service des titres de propriété. L'argent est arrivé sur mon compte en un seul virement net. C'était plus que je n'avais jamais vu en une seule fois de ma vie, et pourtant, cela ne ressemblait pas à un gain de loterie. Cela ressemblait à une limite matérialisée sous forme numérique. Je suis retourné à l'appartement une dernière fois avec une petite boîte dans les mains, non pas en tant que propriétaire, mais en tant que quelqu'un qui avait besoin de récupérer quelques affaires que j'avais laissées derrière. Les nouveaux acheteurs n'emménageaient pas avant une semaine, et mon notaire avait arrangé l'accès à cet effet. L'immeuble avait l'air identique, mais il me semblait différent. J'ai parcouru lentement les pièces. L'endroit était vide maintenant, les murs nus, l'écho plus net. J'ai récupéré le reste de mes vieux outils dans un placard du couloir et une photographie encadrée d'un des placards de la cuisine que j'avais oublié, une image de moi et d'Evelyne ponçant les parquets côte à côte des années auparavant, nos cheveux tirés en arrière avec des bandanas, de la poussière striant nos joues. J'ai tenu la photo un instant, puis je l'ai glissée dans la boîte. En sortant, j'ai soigneusement verrouillé la porte et j'ai posé ma paume contre le bois frais pendant une seconde. J'ai dit doucement à notre mère que j'avais fait de mon mieux, que j'avais aimé cet endroit et ce qu'il représentait, mais que je refusais de le laisser devenir un piège pour nous. De retour chez moi, j'ai mis une partie de l'argent de la vente sur un compte d'épargne à haut rendement distinct et j'ai pris quelques décisions pratiques. J'ai remboursé le reste de mon prêt auto. J'ai soldé le dernier de mon prêt étudiant, un petit solde tenace que je grignotais depuis des années. Puis je me suis assise avec un conseiller financier qui m'a expliqué comment protéger le reste en termes simples et clairs. J'ai choisi des options sûres. Je ne voulais pas prendre de risques. Je voulais la sécurité. Le travail m'a aidé. Retourner à mon poste m'a donné quelque chose de structuré auquel me raccrocher. Mes collègues, dont beaucoup avaient entendu une version de l'histoire par le bouche-à-oreille local, m'ont traité avec un mélange de curiosité et de bienveillance. J'ai apprécié la bienveillance et ignoré la curiosité. Mais même avec le travail et les décisions financières qui occupaient mes journées, les débris émotionnels ne se sont pas dissous d'eux-mêmes. Des années de culpabilité et de responsabilité avaient creusé des sillons dans ma pensée, et mon esprit n'arrêtait pas de glisser dedans. Avais-je attendu trop longtemps? Avais-je tout fait exploser d'une manière plus dramatique que nécessaire? Avais-je trahi ma sœur, même en essayant de la sauver? Après une nuit de trop passée éveillée à rejouer des scènes, j'ai passé un appel que j'avais reporté depuis trop longtemps. J'ai cherché un thérapeute spécialisé dans les dynamiques familiales et les traumatismes, quelqu'un qu'un collègue m'avait recommandé discrètement des mois auparavant lorsque j'avais mentionné à quel point ma relation avec ma sœur était compliquée. La première séance m'a semblé étrange. Assise dans un petit bureau, des fauteuils moelleux, des diplômes encadrés, une boîte de mouchoirs sur la table d'appoint. J'ai raconté l'histoire de manière hésitante au début, puis plus en détail. La thérapeute a écouté avec une attention concentrée et ne m'a pas pressé. Elle a posé des questions qui n'accusaient pas, mais qui éclairaient. Nous avons parlé de la façon dont j'avais été désignée comme celle qui arrange tout depuis mon adolescence. De comment le fait d'être celle qui nettoie les dégâts peut ressembler à un rôle mais aussi à une cage. De la différence entre aider quelqu'un et l'entretenir dans sa dépendance. Elle m'a demandé ce que j'avais ressenti en étant celle qui avait dégoupillé la grenade à la réception. Je lui ai dit honnêtement que cela m'avait semblé à la fois cruel et nécessaire. Comme de libérer quelqu'un d'un bâtiment en flammes alors qu'il crie pour rester à l'intérieur. Au cours des semaines suivantes, j'ai continué à suivre ma thérapie. Nous avons exploré des schémas qui remontaient bien avant Gabin. Les nuits après la mort de nos parents. Les promesses que j'avais faites sans réaliser que je les faisais. La façon dont j'avais permis aux humeurs d'Evelyne de définir ma valeur pendant trop d'années. Ce ne fut pas une solution rapide. Il n'y a pas eu d'épiphanie soudaine emballée dans de jolis rubans. Mais petit à petit, une partie de la culpabilité a commencé à se relâcher. J'ai commencé à comprendre que sauver quelqu'un ne ressemble pas toujours à une intervention réconfortante. Parfois, cela ressemble à un pas en arrière pendant que la vérité fait son travail douloureux. Pendant tout ce temps, mon téléphone n'arrêtait pas de s'allumer. Des appels d'Evelyne. Au début, ils étaient fréquents et frénétiques. Parfois, elle laissait des messages, parfois ce n'était que des appels manqués à la chaîne.
Les messages allaient de la colère à l'abattement. Dans l'un, elle m'accusait d'avoir ruiné sa vie. Dans un autre, elle demandait depuis combien de temps j'étais au courant pour Gabin. Dans un autre, elle pleurait, disant qu'elle n'avait personne vers qui se tourner. J'en ai écouté quelques-uns. J'en ai supprimé d'autres sans les ouvrir. Pour la première fois, je n'ai pas rappelé immédiatement. Je ne me suis pas précipité. Ma thérapeute m'avait suggéré de me donner de l'espace avant de répondre, me rappelant que j'avais le droit de protéger ma propre santé mentale. Dire non à un contact immédiat n'était pas de la cruauté. C'était de l'autopréservation. Alors j'ai attendu. J'ai laissé les appels sans réponse pendant que je me stabilisais. Par le bouche à oreille, et grâce à quelques mises à jour discrètes d'Étienne, j'en ai appris plus sur les retombées. Gabin faisait maintenant face à des accusations formelles. Plusieurs victimes s'étaient manifestées, pas seulement Léa et Daniel. Une partie de la dette qu'il avait tenté de faire porter à Evelyne était en cours d'examen. Souvenez-vous de ce projet de prêt impliquant l'appartement qu'Étienne avait découvert. Parce que la propriété avait été vendue légitimement avant que des documents frauduleux ne soient finalisés, et parce que mon nom n'avait jamais été correctement associé aux nouvelles tentatives de prêt, une enquête plus approfondie avait qualifié ces actions de fausses déclarations potentiellement criminelles. La banque a lancé une enquête interne. Certaines lignes de crédit connexes que Gabin avait poussé Evelyne à signer ont été contestées. Il s'est avéré que dans sa hâte de lier les finances d'Evelyne aux siennes, il avait suffisamment négligé les détails pour laisser des ouvertures aux avocats et aux auditeurs. Avec l'aide d'un groupe d'aide juridique et de quelques conseils financiers patients, Evelyne a pu obtenir la suspension et finalement l'annulation de plusieurs obligations douteuses. Elle n'était pas complètement libérée des conséquences financières, mais elle n'était pas non plus écrasée sous la montagne de dettes qu'il avait prévues pour elle. Savoir cela m'a aidé à mieux dormir. Un samedi matin gris, environ un mois après le désastre du mariage, j'étais dans ma cuisine en train de préparer du café et de plier un petit panier de linge sur la table. La maison était silencieuse, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur et du son lointain d'un souffleur de feuilles d'un voisin. Je venais de poser ma tasse quand j'ai entendu une portière de voiture se fermer à l'extérieur. Je l'ai enregistré de cette manière vague dont on perçoit les bruits de fond, mais ensuite il y a eu un autre son. Des pas sur l'allée. La sonnette a retenti. C'était en plein milieu de la journée, pas le moment de la nuit où l'on se prépare à de mauvaises nouvelles. Pourtant, ma poitrine s'est serrée. Je me suis essuyé les mains sur un torchon et j'ai descendu le couloir, chaque pas mesuré. Quand j'ai ouvert la porte, elle était là. Evelyne. Pas de robe, pas de voile, pas de maquillage soigné. Juste ma sœur sur mon perron, les épaules légèrement voûtées, un petit sac de voyage à ses pieds, et une expression sur son visage que je ne pouvais pas encore déchiffrer. Evelyne se tenait sur mon seuil avec un petit sac de voyage et un regard que je ne pouvais pas lire. Ses cheveux étaient attachés en un chignon lâche, son visage nu, et quelque chose dans sa posture me rappelait une version bien plus jeune d'elle, celle qui essayait si fort d'être forte après la mort de nos parents. Je me suis écarté et lui ai dit qu'elle pouvait entrer. Elle a hésité, puis a franchi le seuil comme quelqu'un entrant dans un lieu où elle n'était pas sûre d'être la bienvenue. Nous avons marché jusqu'à la cuisine en silence. Le panier de linge était posé sur la table, à moitié plié. Je l'ai poussé sur le côté et lui ai demandé si elle voulait du café ou de l'eau. Elle a secoué la tête. Elle s'est assise, les deux mains agrippées au bord de la table, les yeux fixés sur les veines du bois. Pendant un long moment, elle n'a rien dit. Puis elle a expiré d'une voix tremblante et m'a dit qu'elle avait répété ces mots pendant tout le trajet, mais que chaque phrase avait disparu. Je me suis assise en face d'elle et lui ai dit qu'elle pouvait commencer n'importe où. Elle a baissé les yeux sur ses mains comme si elle lui était étrangère. Elle a dit que Gabin l'avait manipulée pendant des mois. Ça, je le savais déjà, mais l'entendre de sa bouche était différent. Elle m'a raconté les petites manières dont il sapait sa confiance, comment il la complimentait en public pour mieux la critiquer en privé. Comment il la poussait à signer des choses rapidement, lui disant qu'elle les retardait. Comment il la faisait se sentir élue un jour et insuffisante le lendemain. Puis elle a dit quelque chose qui m'a serré la poitrine. Elle m'a dit qu'elle savait qu'elle m'avait blessé aussi, bien avant l'arrivée de Gabin. Elle a dit que le pire dans l'effondrement du mariage n'était pas l'humiliation ou les gros titres, mais le fait que lorsque tout s'est écroulé, la première personne qu'elle a voulu appeler était la même personne à qui elle avait dit de disparaître de sa vie. Sa voix s'est brisée sur le mot « disparaître ». Elle s'est essuyé les yeux avec le dos de sa main. Elle a dit qu'elle m'avait maltraité non pas parce que j'avais fait quelque chose de mal, mais parce qu'elle était jalouse.
Elle a dit qu'elle avait toujours eu l'impression d'être à la traîne pendant que je construisais tranquillement une vie, que je payais mes factures et que je ne m'effondrais pas. Elle a dit qu'après la mort de nos parents, tout le monde la félicitait d'avoir obtenu la tutelle et lui disait à quel point elle était forte, mais en même temps, il chuchotait sur mon potentiel et mon avenir. Elle avait l'impression d'avoir été cantonnée au rôle de la responsable qui a tout abandonné, tandis que j'étais celle qui avait de la promesse. J'ai écouté sans l'interrompre, ressentant un mélange de douceur et de vieille douleur s'agiter en moi. Elle a dit que Gabin avait immédiatement vu son insécurité et l'avait nourrie. Il lui suggérait que je la méprisais. Il soulignait que j'étais financièrement stable et qu'elle ne l'était pas. Il lui disait que je la jugeais constamment. Elle a dit tout cela si doucement que j'ai dû me pencher en avant pour l'entendre. Quand elle a cessé de parler, je lui ai dit que j'avais ressenti cette jalousie pendant des années, avant même d'avoir des mots pour la décrire. Les commentaires sur le fait que j'étais trop ambitieuse ou trop concentrée sur le travail. Les fois où elle transformait mes succès en reflets de ses échecs. Je lui ai dit qu'au début de ma vingtaine, je me suis littéralement effacé pour la mettre à l'aise. J'ai minimisé mes promotions, caché mes augmentations de salaire, prétendu que j'étais moins stable que je ne l'étais. Cette partie l'a fait tressaillir. Puis je lui ai dit que je ne l'avais pas sauvée. Elle a vivement levé les yeux. Je le lui ai répété. J'ai dit que démasquer Gabin et vendre l'appartement ne visait pas à la secourir. Il s'agissait de refuser de la laisser me blesser davantage pour éviter de faire face à sa propre douleur. J'ai dit que lorsqu'elle m'avait dit que le plus beau cadeau que je pouvais faire à son mariage était de disparaître de notre famille, quelque chose en moi s'était brisé et réinitialisé. J'ai dit que j'avais agi parce que j'avais enfin compris que la laisser sombrer ou nager était le seul chemin qui restait qui ne me détruisait pas dans le processus. Elle m'a regardé avec des yeux humides et a dit qu'elle était terrifiée que je ne lui parle plus jamais. J'ai admis que j'y avais pensé. Je lui ai dit qu'il aurait été plus facile de construire une vie sans elle, une vie tranquille sans appel au milieu de la nuit ni le poids de sa déception. Mais je lui ai aussi dit que la pensée de n'avoir aucune sœur du tout créait une douleur creuse à sa manière. Nous avons parlé longtemps de notre enfance. Des nuits où nous nous blottissions sur le vieux canapé en écoutant la pluie. De la façon dont elle essayait de signer des papiers d'adulte à 20 ans pendant que j'étudiais pour mes examens à 17 ans. Nous avons reconnu que nous étions toutes les deux trop jeunes, trop dépassées, et que nous avions toutes les deux commis des erreurs qui s'étaient calcifiées en habitude. Puis j'ai orienté la conversation vers le présent. Je lui ai dit doucement mais fermement que si nous devions reconstruire quoi que ce soit, ce ne pouvait pas être en retombant dans les anciens schémas. J'ai dit que j'avais besoin de vraies limites. Je la soutiendrais mais ne la porterais pas. J'écouterais mais n'absorberais pas le blâme destiné aux autres. Je marcherais à ses côtés pendant qu'elle se reconstruirait mais ne la laisserais pas m'entraîner à nouveau dans des sables mouvants émotionnels. Elle est restée très immobile, puis a hoché la tête une fois, lentement. Elle a dit qu'elle acceptait d'avoir un long chemin à parcourir avec les avocats et les conseillers en crédit. Elle a dit qu'elle savait qu'elle avait signé des choses qu'elle n'aurait pas dû et ignoré des choses qu'elle aurait dû remettre en question. Elle a dit qu'elle était prête à se présenter devant ses bureaux et à assumer sa part de responsabilité. Sa voix avait une force tranquille que je ne lui avais pas entendue depuis longtemps. Je me suis levé, je suis allé à mon petit bureau et j'ai sorti l'enveloppe blanche que j'avais préparée plus tôt. Je l'ai placée entre nous. Elle l'a regardée comme si elle pouvait se briser. Je lui ai dit que c'était la dernière enveloppe autour de laquelle je voulais que l'une ou l'autre de nous centre sa vie. À l'intérieur se trouvaient les derniers papiers de vente de l'appartement, le dossier complet. La preuve que la propriété était libre de toute ingérence de Gabin, libre de privilèges, libre d'obligations cachées. J'ai également inclus une lettre d'une page que j'avais écrite à la main. Elle a ouvert l'enveloppe et a lu en silence. Sa respiration s'est étranglée lorsqu'elle a atteint la page manuscrite. Dans cette note, je lui disais qu'elle ne me devait pas un centime pour l'appartement. J'ai écrit qu'en le vendant avant que Gabin ne le touche, j'avais fermé le piège financier le plus dangereux qu'il avait tendu. Je lui ai dit que j'utilisais l'argent pour stabiliser mon propre avenir et que ce n'était pas négociable. Puis j'ai écrit la phrase qui comptait le plus. J'ai écrit qu'elle ne me devait plus la tutelle. Et que je ne lui devais rien pour avoir survécu. Toutes les dettes entre nous étaient effacées. Quand elle a baissé la note, ses mains tremblaient. Ses yeux se sont levés vers les miens et elle a demandé si j'en étais vraiment sûr. Je lui ai dit que oui. Plus sûr que tout. Le silence a traversé la cuisine comme un vent doux. Pendant plusieurs secondes, aucune de nous n'a bougé. Puis elle a tendu la main sur la table. Hésitante. Prudente.
Comme si elle s'attendait à ce que je me retire. Ses doigts ont touché le dos de ma main, puis se sont enroulés autour d'elle avec une prise tremblante. Sa main était froide, mais le contact était réel. Honnête. Ni désespéré ni manipulateur. Quelque chose de nouveau. Ou peut-être quelque chose d'ancien enfin dépouillé de la peur. J'ai enroulé mes doigts autour des siens. Pas fermement. Juste assez pour lui faire savoir que je le sentais. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas eu l'impression que le sol entre nous était sur le point de se briser à nouveau. C'était comme un petit pont fragile. Un pont que nous pourrions peut-être réellement construire. Je suis resté assise en face d'Evelyne, sa main dans la mienne, et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai senti les contours de quelque chose s'apaiser au lieu de se briser. Ce n'était pas le pardon, pas encore, ni une restauration magique du passé. C'était plus calme, plus stable, comme le clic doux d'une porte qui se ferme enfin avec le bon alignement. Nous sommes restés là jusqu'à ce que sa respiration se régularise à nouveau. Puis elle a lâché ma main doucement, presque à contre-cœur, comme si elle avait peur que l'air entre nous ne redevienne fragile si elle bougeait trop vite. Elle est restée un peu plus longtemps, assez longtemps pour un verre d'eau, assez longtemps pour s'asseoir sans mots. Avant de partir, elle a demandé si elle pouvait m'appeler dans quelques jours. Pas demain, pas ce soir. Quelques jours. Elle l'a demandé doucement, comme une question pour laquelle elle était prête à accepter un non. Je lui ai dit oui. Elle a hoché la tête et est sortie dans la lumière déclinante de l'après-midi. Quand j'ai fermé la porte derrière elle, je me suis appuyé contre elle et j'ai expiré un souffle que je retenais depuis des années. 6 mois se sont écoulés d'une manière qui m'a surprise. Ni vite. Ni lentement. Juste régulièrement, comme une marée qui se retire et revient sans se presser. J'ai traversé ces mois avec plus de clarté que je ne l'avais prévu, construisant quelque chose que je n'avais jamais vraiment eu auparavant. Ma propre vie, choisie selon mes propres termes. La maison de ville que j'ai trouvée se situait dans une rue calme de Grenoble, nichée entre des érables et un petit parc qui restait rempli d'enfants en trottinette pendant les saisons plus chaudes. Elle n'était ni grande, ni luxueuse, mais je la sentais mienne d'une manière que rien ne m'avait semblé mien depuis longtemps. La lumière du soleil inondait le salon le matin, réchauffant les parquets et donnant à l'endroit une légère odeur de la bougie à la lavande que je gardais près de la fenêtre. J'ai acheté des meubles lentement, choisissant des choses qui semblaient confortables plutôt qu'impressionnantes. Des couvertures douces, des lampes chaudes, une table de cuisine assez grande pour les amis mais pas assez pour que quiconque y déverse ses problèmes en s'attendant à ce que je les résolve. J'ai trouvé un groupe de randonnée par l'intermédiaire d'un collègue. Chaque samedi matin à 7h30, nous nous retrouvions à l'orée d'une forêt domaniale juste à l'extérieur de la ville. Le premier matin où j'y suis allé, je suis resté à côté de ma voiture à écouter le bavardage d'inconnus et j'ai failli faire demi-tour. Mais quelqu'un m'a tapoté l'épaule, une femme aux cheveux argentés attachée en queue de cheval, et m'a demandé si c'était ma première randonnée avec eux. Quand j'ai hoché la tête, elle a souri et a dit qu'ils étaient un groupe sympathique, sauf si quelqu'un apportait un mauvais mélange de fruits secs, donc je serais en sécurité. Ils sont devenus mes amis d'une manière étrange et organique. Des gens qui ne connaissaient pas mon histoire familiale, qui ne me regardaient pas avec de vieilles attentes, qui parlaient d'observation d'oiseaux, de météo et de bonnes chaussures de marche au lieu du passé. Le travail a aussi trouvé son propre rythme. J'ai continué à voir la thérapeute qui m'avait aidé à démêler les nœuds les plus profonds, et chaque séance enlevait une autre couche de culpabilité que j'avais confondue avec de la loyauté. Je me sentais plus légère, pas insouciante mais ancrée. Et au milieu de toute cette nouveauté, il y a eu quelqu'un d'autre. Il s'appelait Adrien, un collègue d'un service avec lequel je collaborais avant que tout dans ma vie personnelle n'explose. Nous nous sommes rencontrés pour un café un après-midi pour discuter d'un petit projet, et la conversation a dérivé au-delà du travail sans que l'un de nous ne la force. Il avait une manière simple d'être, patient et calme mais chaleureux. Quand il m'a demandé si je voulais dîner un de ces soirs, j'ai entendu quelque chose en moi répondre oui avant que la vieille peur ne puisse dire non. Nous avons gardé les choses simples. Rien de précipité. Des promenades, des déjeuners tardifs, une soirée cinéma où nous nous sommes tous les deux endormis à mi-parcours. Quelque chose de doux. Quelque chose d'honnête. La vie d'Evelyne a changé aussi. Pas par des bons cinématographiques, mais par des pas réguliers et mesurés. Elle a commencé une thérapie 2 fois par semaine. Elle a trouvé un travail dans un petit bureau d'assurance près de son appartement, quelque chose de stable qui ne la submergeait pas. Elle a commencé à suivre des cours du soir sur la budgétisation et les finances personnelles,
chose qu'elle aurait été trop fière d'admettre qu'elle en avait besoin autrefois. Elle ne m'a jamais demandé d'argent. Elle n'a jamais essayé de me transférer sa douleur. Nous parlions tous les quelques jours, parfois brièvement, parfois plus longtemps. Les conversations étaient plus douces, plus prudentes, mais pas fragiles. Les limites tenaient bon comme la charpente d'une maison reconstruite plus solide qu'auparavant. Un matin frais de début octobre, j'étais assise à ma table de cuisine avec une tasse de café à la cannelle et mon journal ouvert. Par la fenêtre, des feuilles couleur de soucis descendaient lentement dans le jardin, se posant sur le trottoir en une fine couverture dorée. J'avais écrit une liste de choses qui avaient changé au cours des 6 derniers mois. Nouvelle maison. Nouvelle routine. Nouvelles amitiés. Un cœur qui ne se nouait plus chaque fois que mon téléphone vibrait avec le nom de ma sœur. Mon stylo s'est arrêté alors qu'un souvenir remontait, non invité mais clair. Evelyne, debout dans sa loge de mariée, souriant avec ce tranchant froid qui n'atteignait pas ses yeux, me disant que le plus beau cadeau que je pouvais faire à son mariage était de disparaître de notre famille. J'ai regardé la page devant moi et j'ai senti un petit sourire sincère se former. Je me suis murmuré que j'avais disparu, mais pas de la manière dont elle l'avait voulu. J'avais disparu du rôle que j'avais joué toute ma vie. Celle qui arrange tout. La poubelle émotionnelle. Le tampon silencieux entre ses choix et leurs conséquences. J'étais sorti d'un rôle qui m'étouffait depuis des années. Et en sortir nous avait sauvés toutes les deux. J'ai fermé le journal et je me suis penché en arrière sur ma chaise. La lumière du soleil réchauffait mon visage. Pour la première fois depuis des années, le silence dans la maison ressemblait à de la paix et non à de la solitude. J'avais longtemps pensé qu'aimer sa famille signifiait donner jusqu'à ce que ça fasse mal. Mais assise là, baignée dans la douce lumière du matin, j'ai réalisé quelque chose de différent. L'amour familial, c'est savoir quand s'éloigner avant que la douleur ne devienne toute votre identité. Parfois, l'amour le plus courageux est celui qui a des limites. Je me suis approché de la fenêtre et je l'ai ouverte légèrement pour laisser entrer l'air d'automne. 2 enfants passaient à vélo sur le trottoir, riant alors que leur veste flottait derrière eux. La vie continuait, simple, ordinaire et belle. J'ai murmuré doucement que je n'avais pas du tout disparu de ma famille. J'avais disparu du rôle de victime. Et c'était le plus beau cadeau que je me sois jamais fait.